Bonjour à tous. Alors, vous allez entendre dans quelques minutes la reprise de la conférence donnée le 22 mars dernier à l'équipe de Centre des familles pour les militaires de Valcartier. Vous allez pouvoir avoir accès aux outils visuels aussi. Si vous avez des questions, si vous aimeriez connaître un peu plus les services ou même adhérer à certains d'entre eux, je vous invite à communiquer avec moi via mon site internet girardcynthia.com ou directement à mon adresse courriel consultation@girardcynthia.com. Merci et bonne écoute! J'espère que je vais vous intéresser et que ça va être pertinent aussi, mais on risque d'avoir du plaisir. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, effectivement, comme Véronique le présenté, moi, je suis une psychoéducatrice de formation. Je suis médiatrice familiale, donc le but étant d'aider les gens à régler leur séparation conjugale, psychothérapeute coparentale, mais aussi psychothérapeute générale. J'ai été 10 ans en protection de la jeunesse. J'ai aussi travaillé en santé mentale grave au niveau adulte. J'ai beaucoup travaillé aussi en délinquance, en adolescence. J'ai travaillé aussi en attachement à Montréal, dans les foyers de tout petits. Et je suis de retour dans mon patelin. En fait, là, peut-être que certains l'entendront. On me dit que je n'ai pas un accent trop fort, mais bon, ça se pourrait quand même. Alors, moi, je viens du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Et voilà, fait que j'ai la chance de travailler, par exemple, à travers tout le Québec, parce que maintenant, avec cette belle pandémie, ça nous a amené un dépassement des frontières. Alors voilà, je suis en pratique autonome maintenant, en fait, là, à temps plein depuis quelques années. Et effectivement, je ne peux pas dire que je ne me considère pas comme une experte parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on atteint ce stade-là, mais je suis une passionnée des familles qui se séparent et je travaille avec une équipe de recherche justement qui font, on aura la chance d'en reparler. Puis en plus, à Québec, vous avez la chance d'avoir ce programme-là. Il est aussi au Saguenay, puis on va en reparler ça plus tard. Mais au niveau des familles séparées, hautement conflictuelles, parfois il y a de l'aliénation, parfois il peut y avoir de la violence, mais sinon, des fois, on peut avoir juste une passe plus tough qui arrive avec la séparation. Puis je travaille beaucoup avec ces familles-là. Alors, voilà pour moi. Au niveau de la séparation, il y en a peut-être en fait que c'est déjà fait. Il y en a peut-être qui y pensent. Il y en a peut-être aussi qui se disent comme avoir su, j'aurais peut-être fait différemment. Ou bien si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais d'autres choses? Bien, je vais vous donner plusieurs petites affaires au niveau de l'annonce de la séparation. Et il faut savoir que vous avez le droit de revenir sur le sujet. Ça, c'est le fun des fois, parce que ben, des fois, sur le coup de l'émotion ou dans la manière qu'on s'est séparés, les raisons qui nous ont amenés à nous séparer aussi, des fois, on a fait ça dans les règles de l'art, mais des fois, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis, des fois, pour nos tout petits ou pour nos plus vieux, ben, ça peut valoir la peine de revenir sur certaines choses. Puis, c'est correct de réouvrir le sujet parce que ce qu'il faut savoir aussi, puis vous allez voir, on va parler beaucoup des réactions puis des besoins des enfants. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que nos enfants, ils vont la revivre, notre séparation conjugale, dépendamment de leur âge et de leur développement, parce qu'ils ne sont pas à la même place que nous. Hein. Dans le fond, ils n'ont pas toutes leurs capacités. Alors, des fois, ce qu'ils comprennent à 2 ans, ce qu'ils comprennent à 5 ans, puis ce qu'ils comprennent à 9 ans, c'est pas pareil. Puis là, des fois, les parents, ils vont me dire, mais oui, mais là, ça veut dire que c'est problématique. Comment ça se fait qu'ils nous parlent de la séparation? Ça fait 5 ans qu'on est séparés. Ben non, ça ne veut pas dire que c'est problématique, ça veut tout simplement dire que là, il y a une nouvelle capacité cognitive, puis ça se peut que là, il se pose des questions qui ne s'étaient jamais posées parce qu'il n'y avait pas encore cette capacité-là. Fait que ce qu'on doit savoir, dans le fond, c'est que 80 des enfants vont très bien s'adapter à la séparation conjugale. Okay? Des fois, les parents ils ont peur de se séparer parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer avec les tout petits puis avec les moyens puis les grands aussi. Mais 80 vont quand même bien s'adapter, tandis qu'on a 20 des enfants qui, eux, peuvent parfois vivre des problématiques d'adaptation, puis ça peut aller avec certains autres troubles qui peuvent arriver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être beaucoup plus corrélé en grande partie en lien avec la coparentalité qui va exister au-delà de cette séparation-là. Donc, dans la manière qu'on va gérer notre séparation conjugale,
ça, c'est un déterminant fort, c'est un grand facteur, en fait, de risque de problématiques d'adaptation chez les tout-petits. Voyons, je dis chez les tout-petits, excusez, mais chez les enfants, OK, dans le fond, en général. Alors, alors ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. C'est sûr que, par exemple, quand on arrive au moment de se séparer, ben, puis là, probablement qu'il y en a plein d'entre vous que justement, que c'est peut-être déjà fait. Fait que quand une fois qu'on est séparé, c'est pas tous les problèmes qui se règlent parfois. Alors, des fois, de se séparer, est-ce qu'on a tout fait? Est-ce on est rendu là? Est-ce que parfois certaines personnes vont me dire, des fois dans mon bureau, ben, avoir su tout ça, je ne sais pas si on aurait fait ces mêmes démarches. Je ne sais pas si on serait à la même place. Fait que, ça aussi, des fois, je trouve que c'est important de le ramener parce que ce n'est pas une petite affaire. Hein, vous le savez probablement, vous êtes probablement mieux placé en plus que moi pour pouvoir le savoir. Dans le meilleur des mondes, on va le nommer, on va annoncer le tout ensemble, OK? Dans le meilleur des mondes, si c'est possible. Et ça, pourquoi? Bien, parce que ça va rassurer les enfants. Ça ne fait pas en sorte qu'il y en ait un des deux qui est comme porteur de cette annonce-là. Puis on va se préparer. On va se faire un plan de match, comme de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va pas dire. Puis on va aussi peut-être se préparer des réponses. Puis l'important aussi, dans le fond, c'est que nos enfants, mais c'est pas grave si ils nous posent des réponses, ils nous posent des questions à laquelle on n'a pas la réponse. On a le droit de leur dire on ne le sait pas. Mais dès qu'on le sait, par exemple, on va aller leur ramener la réponse. Pourquoi? Pour augmenter leur sentiment de confiance. Parce qu'autrement, les tout-petits, ils vont faire quoi? C'est comme dans n'importe quelle autre question, ils vont se la créer, leur réponse, ou ils vont aller la chercher. Alors, ça peut être intéressant aussi de leur donner des réponses sur des choses qui sont concrètes. Hein, on ne fera pas de fausses promesses. Ça ne sert à rien de faire ça. Mais on peut baser sur des affaires qu'on sait. C'est comme si, mettons que j'ai aucune idée où est-ce que je vais vivre, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vas probablement avoir un lit, puis tu vas probablement avoir une chambre. Ou, ça, je ne le sais pas encore, mais oui, tu vas avoir une chambre, tu vas pouvoir la décorer, tu vas aller à la même école. Si je sais que tu vas à la même école, fait que, ça, c'est des choses qu'on peut venir nommer. Vos enfants, ils ont le droit d'avoir toutes les gammes d'émotions possibles, même aucune. Des fois, les parents, ça va les inquiéter, ça. Ils n'ont même pas réagi. Bien, on ne va pas forcer un enfant à réagir. Parfois, des fois, s'il y en a que c'est en rebond, hein, des fois, ça peut prendre plus de temps. Puis, dépendamment de l'âge aussi de l'enfant aussi, que ça peut être variable. Et de votre côté, à vous, on a-tu le droit d'avoir des émotions, nous, comme parents? Oui. Oui, on a le droit d'en avoir. C'est bien correct. C'est bien correct. Et là, ça ne fera pas. Moi, mes cheveux, là, je vais passer ma soirée. Fait que ça va être bizarre, mais attendez. Hein, c'est pas le look qui est important, c'est la pertinence. Fait que moi, je me tape ses nerfs. Hein? Ah, voilà. Bon, c'était super cute, ça. S'il y a une chose qui est connue chez moi, c'est que je ne me prends pas au sérieux. Voilà. Alors, vous avez le droit d'avoir vos émotions, OK? La chose qu'on ne veut pas, par exemple, c'est qu'on se déverse, puis que mon enfant, il faut qu'il me console, puis qu'il me gère, t'sais. Fait que si, mettons qu'on est deux à annoncer le tout, mais ça, c'est un plus-value parce que justement, si c'est trop pour moi, bien, je peux prendre un temps, aller à la salle de bain, sortir le gros, me ressaisir, mettre un peu d'eau, puis après ça, je reviens. T'sais. Mais sinon, on a le droit de nommer à nos enfants, puis on a le droit d'avoir des sentiments aussi qui vont être contradictoires. T'sais, des fois, les tout petits vont dire comme ben, maman, tu pleures, mais tu nous dis que c'est pour que c'est une bonne chose que vous vous séparez. Fait que là, il y a comme incohérence, mais on va expliquer cette cohérence-là, en disant comme ben, c'est normal des fois qu'on soit mélangé dans nos émotions. Il y a une portion de nous que ça nous fait de la peine, mais on le sait, papa puis maman, que c'est pour cette raison-là que ça va nous amener du bien plus tard. Fait que là, ça, c'est une bonne chose. Et là, je vais dire souvent maman, papa. OK? Mais ça peut être maman, maman, ça peut être papa, papa. Ça, c'est vraiment correct aussi, bien entendu, mais par souci de ne pas alourdir, en fait, la conférence, je vais y aller avec maman, papa, si ça ne vous dérange pas. Ensuite, les explications. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit pas? En fait, on leur dit ce qui est nécessaire pour eux. Tant aussi longtemps qu'on ne discrédite pas l'autre parent. Peu importe que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la séparation, votre enfant n'a pas besoin de savoir que son parent il est parti avec un tel ou bien que l'autre il a fait donc bien de la peine. Ça, ce n'est pas nécessaire. Notre enfant, il a besoin de savoir que maman et papa, ce n'est plus des amoureux, même s'il y en a un des deux qui aurait voulu être encore un amoureux. Hein. Pour être des amoureux, il faut être deux. Fait qu'on ne peut plus être des amoureux.
Fait que ça, c'est important de les préserver, certaines affaires. Puis vous allez voir, il y a des enfants à certain âge qui vont devenir ils peuvent être intrusifs des fois dans leurs questions. Puis ça va être correct de les recadrer par rapport à ça. Et bien sûr, c'est sûr que si on a, par exemple, des problématiques de violence, de toxicomanie, de santé mentale ou d'autres types de problématiques, bien comme dans n'importe quel autre type de situation, oui, on va en parler, puis on va ouvrir. Est-ce que ça va être la première affaire qu'on va nommer? Peut-être pas. On va peut-être y aller une affaire à la fois. Pour l'instant, c'est-tu pertinent qu'ils sachent que, que c'est à cause de la consommation ou que maman ou papa, il a fallu qu'il aille comme dans un centre ou que là, je ne sais pas, moi, au niveau, mettons, de la santé mentale, on peut y aller une chose à la fois qui va nous permettre à notre enfant de s'adapter à cette situation-là. Pour l'instant, tu as peut-être besoin de savoir que là, on n'est plus des amoureux. Puis après ça, on pourra te donner d'autres explications plus tard. Hein? Mais tout en restant dans le respect de l'autre. Et là, ça, c'est pas toujours facile, peut-être. Puis on va voir à travers les diapositives que c'est tout un art, OK? Et que c'est bien correct d'aller chercher du soutien psychologique, d'aller chercher du soutien auprès d'intervenants pour savoir comment je m'enligne. Comment je lui annonce ça, comment qu'on en parle. Fait que, dans le meilleur des mondes, on va être le plus possible d'eux. Parce que c'est sûr que plus souvent, quand on va si on place notre enfant dans un malaise, hein, dans le fond, on peut l'amener dans un conflit de loyauté, puis ce concept-là, on va en reparler. Le moment de l'annonce, quand est-ce qu'on en parle? Bien, ça, en fait, c'est très variant. OK? Dans le fond, je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne puis il n'y a pas de mauvais moment. Je vous dirais que c'est variable selon votre enfant, selon le contexte. Puis que ça peut valoir la peine parfois, des fois, d'attendre si c'est stratégique puis c'est vivable. C'est sûr et certain que si la tension est à son comble, on est peut-être mieux d'accompagner les enfants là-dedans que d'attendre puis que finalement, il arrive d'autres choses, puis que ça soit encore plus malaisant pour tout le monde. Alors, voilà pour ça. Fait que la réaction des enfants, justement, qu'est-ce qu'on a? Du poupon à l'adolescence. De façon générale, par exemple, il y a 5 grands concepts qui sont pour tous les âges, qui perdurent dans le temps. Et là, vous allez voir, j'ai essayé de vous mettre des affaires un peu par groupe d'âge, mais vous devez savoir que ça peut se promener d'un âge à l'autre. C'est plus que ce que je vous ai ramené, c'est ce qu'on répertorie, en fait, comme dans la littérature, comme étant les plus typiques en fonction de ces groupes d'âge-là. Mais je pourrais avoir d'autres réactions possibles, dépendamment de leur âge. OK? Fait que bien entendu, mais ça va être propre à chaque enfant. OK? Fait que propre à chaque enfant dans la même fratrie, même aussi. Fait que mon jeune garçon de 12 ans, puis ma petite cocotte de 7 ans, bien, ils vont peut-être avoir des façons complètement différentes de réagir à la séparation. Puis c'est correct. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en a un des deux qui a la bonne manière. Dans le fond, chacun a sa manière, puis c'est correct. Ça va être évolutif dans le temps, comme je vous disais tantôt, parce qu'ils vont évoluer au niveau cognitif, au niveau émotionnel. Ils vont comprendre différemment les choses, puis ils vont vivre cette permanence-là aussi. Des fois, il peut aussi avoir des fois des réactions qui vont être en latence, dans le sens que c'est pas la première fois que maman-papa se séparent, ou c'est pas la première fois que maman-papa nous parle de ça, ou c'est pas la première fois qu'il y a une chicane, c'est pas la première fois, des fois qu'il est arrivé quelque chose, puis qu'après ça, on est revenu. Mais là, des fois, quand ils constatent que c'est permanent, ça demeure dans le temps, oups, là, on voit des affaires qui portent. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent apparaître. Le développement, j'en ai parlé. L'adaptation versus un trouble, dans le fond, il y a des grandes nuances à avoir. Il faut faire attention au mot trouble. Dans le fond, le mot trouble, c'est quand on a des comportements qui se sont cristallisés dans le temps. Tandis que dans l'adaptation normale, en fait, là, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir on peut avoir des états émotifs bousculés, des comportements plus problématiques, vous allez voir, puis ça ne va pas vouloir dire qu'on est dans un trouble. Parce que si on fait des actions, si on place des choses en place, oups, ça va se placer, on est plus de l'ordre du comportement adaptatif. Puis que quand on est dans un trouble, c'est que ça demeure, puis ça va venir même jusqu'à rendre l'enfant infonctionnel. Au même titre que
vous, maman, papa qui se séparent. Au début, quand on se sépare, moi, je marque toujours, en fait, le tout comme notre première période de 2 ans. OK? Puis là, bon, vous allez voir, je suis très. En tout cas, ça paraît peut-être déjà, mais je suis une intuitive, là, dans le fond. Fait que, tu sais, peut-être que je vais en parler plus tard de ça, mais c'est pas grave. J'ai le goût d'en parler maintenant, j'en parle maintenant. Nous aussi, comme parents, en fait, c'est la même affaire. Le premier 2 ans, c'est la période charnière. OK? Dans le fond, c'est comme, en fait, les études, en fait, là, ce qu'ils nous ont montré, c'est que de façon générale, au début, des fois, il peut y avoir comme un moment, c'est une crise. Hein. La séparation, c'est une crise. Fait comme dans toute crise, on va développer des nouvelles capacités adaptatives, on va développer des nouvelles stratégies pour fonctionner, puis on va passer à travers différentes étapes de deuil. Puis quand on se sépare, bien, on ne fait pas juste un deuil, on en fait plusieurs. Des fois, on va faire un deuil du conjugal, on va faire le deuil de la famille, on va faire le deuil peut-être d'une ville, on va peut-être faire le deuil de des amis. Puis en tant que famille militaire, bien, ça peut amener un énorme bouleversement aussi au niveau comme géographique et peut-être comme au niveau familial. Fait que il y a plusieurs deuils qui sont possibles. Puis dans ma première année, ben, on va vivre toutes nos premières, à nos premières fois. Notre premier Noël, le premier Halloween, la première fête, la première, il va y avoir plein de premières qui vont arriver, puis que ça peut être normal d'observer une labilité émotionnelle, donc un peu des montagnes russes d'émotions. Puis ce qu'on veut, c'est que plus le temps passe, plus le tout s'apaise tranquillement, pas vite, jusqu'à aller habituellement comme vers notre 2 ans. Si après encore 2 ans, c'est aussi vif qu'il y a comme quelques mois ou quelques semaines de ma séparation, il devrait avoir un flag qui se lève. C'est quelque chose que là, comme à moins d'avoir un élément vraiment particulier, il y a quelque chose qui se passe là, dans le fond. Parce qu'un deuil, habituellement, on va, à travers le temps, on va être en mesure de pouvoir résoudre ce deuil-là, puis s'adapter et revenir fonctionnel. Mais si je suis encore vif, si j'ai encore beaucoup de colère à travers l'autre conjoint ou l'autre conjointe, qui a encore des réactions vives, ça peut valoir la peine d'aller investiguer qu'est-ce qui se passe. OK? Parce que habituellement, après notre premier 2 ans, c'est censé se placer. Parce que sinon, ça peut devenir un facteur de risque à la cristallisation et à l'apparition d'un conflit sévère, un conflit plus sévère de séparation. Et on va discuter plus tard de le fameux conflit sévère de séparation, mais ça peut avoir des impacts importants et non souhaités chez nos tout petits, okay? Chez nos enfants. Enfin, je reviens aux enfants. Vos enfants, à tous les âges, ils ont besoin d'être entendus. OK? Mais jamais, c'est rare que je dis jamais, mais jamais de porter le fardeau des décisions. Même quand il vient un temps où est-ce qu'ils ont l'âge de dire où est-ce qu'ils veulent aller. On doit faire super attention à ça, en fait, parce que moi, je le compare souvent à, mettons, comme si, mettons, comme parents, on dit, bon, notre enfant, cet été, il va pouvoir aller soit au camp de soccer ou bien il pourra aller au camp de danse. Bon, les deux parents se sont entendus là-dessus, mais ils ont éliminé le camp d'équitation puis le camp je ne sais pas moi, d'athlétisme, peu importe. Fait qu'on avait comme plein de choix, puis on a quand même statué sur c'est soit soccer ou danse. Et là, après ça, on fait soumettre à notre enfant le choix. Est-ce que tu veux le soccer ou est-ce que tu veux la danse? Je veux l'équitation. Non, ça ne sera pas possible. Tu veux-tu lui ou tu veux lui? Mais ensemble, comme parents, on a pris un deal et là, on fait choisir notre enfant. Ça, c'est correct. Mais si c'est maman, papa, on ne s'entend pas sur athlétisme ou avec le soccer, la danse, l'équitation. Fait que parce qu'on n'est pas capable, nous, comme parents, de prendre une décision, on va donner ce sac-là à mon enfant, puis c'est mon enfant qui, lui, qu'il faut qu'il tranche. Puis les petits cocos, là, puis même les plus vieux, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, ils ne sont pas bien avec ça. Parce qu'ils savent souvent, à répétition, au début, ils vont choisir. Mais plus on a le conflit qui s'installe, plus les enfants sont témoins et comprennent qu'il y a un impact collatéral à ça. Parce que si je prends le soccer, maman est contente, papa il est fâché. Puis si je prends la danse, bien là, c'est l'inverse qui se passe. Fait que dans tous les cas, je fais de la peine à quelqu'un. Puis s'il y a une affaire que les enfants n'aiment pas, c'est faire de la peine à leurs parents. Souvent. Hein? Fait que ça, ben, on veut, mais ils veulent être entendus, par exemple, parce que
C'est correct de pouvoir leur demander, toi, qu'est-ce que tu aimes mieux, dans le fond? Ben, moi, j'aime vraiment pas ça, le soccer. Ah, OK, ben, peut-être qu'on ne prendra pas, on va peut-être comme reconsidérer l'athlétisme, peut-être, tu sais. Fait que là, on peut quand même entendre nos enfants, puis ça, c'est vraiment important. Il y a des recherches qui ont été faites, d'ailleurs, une qui est super intéressante, Have a Voice, Not a Choice, qui a été faite aux États-Unis sur des enfants qui ont été témoins victimes de conflits de séparation sévères rendus à l'âge adulte. En fait, qu'est-ce qui reste de ça? Puis ce qu'ils disaient, en fait, c'était justement que ils ont été placés à prendre des décisions, mais alors qu'ils ne comprenaient pas tout. Ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait, mais ce qu'ils voulaient, par exemple, c'était que quand ils avaient été entendus, par exemple, ça c'était bien, mais quand ils avaient l'impression qu'on avait utilisé leurs paroles pour trancher une décision, ça les faisait souffrir, en fait. Alors, alors voilà. Fait que même quand ils sont plus vieux, des fois, ça vaut la peine de faire attention quand même. Puis nos tout petits, ben, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas leur mot à dire non plus. Tu sais, des fois, ils vont nous le nommer, mais ils ne nous le nommeront peut-être pas des fois avec des mots, mais ils vont le nommer des fois avec des comportements. Les choses qui sont essentielles pour nos cocos, dans le fond, c'est de les rassurer sur l'amour des parents. L'amour des deux parents, ça va rester. Ça va rester. C'est là, ça, c'est inconditionnel. Ce qu'on veut aussi, c'est que c'est leur nommer en fait que les contacts, en fait, ce qu'on veut, dans le fond, les besoins des enfants, c'est d'avoir des contacts fréquents et prévisibles avec chaque parent dans le meilleur des mondes. Et ces contacts-là vont être agréables, sécuritaires et chaleureux et bienveillants. Dans le fond, c'est ce qu'on va vouloir c'est ça les besoins des enfants. Les enfants vont avoir besoin d'être préparés aussi, et surtout aux transitions. Quand on va changer de maison, comment ça va se passer, ils ont besoin d'avoir ces repères-là. Ils ont besoin d'avoir de l'information, mais nécessaire et adaptée à leur âge. Dans le fond, fait que, comme ce que je disais tantôt, ce qui est important de savoir, c'est que maman et papa ne sont plus des amoureux, puis qu'il y a des affaires qui font peut-être partie de l'intimité de maman et de papa. Puis ça, je ne vais pas te répondre à ça parce que ça appartient à ma vie intime. Toi aussi, à mon coco, dans ton journal secret, là, dans ton journal intime, tu en écris des affaires des fois que tu ne parles pas avec maman ou avec papa, mais c'est correct, on te respecte là-dedans. Mais là, papa et maman, ils ont aussi des choses qui appartiennent à leur vie amoureuse intime, puis ça ne t'appartient pas. Toi, ce que tu as besoin de savoir, là, c'est que tu vas aller encore à l'école. Sainte-Marguerite. C'est ça qui est pertinent. C'est pas tout le pourquoi du comment. Ils vont avoir besoin de temps pour s'adapter. Ça, c'est important. Des fois, nous, comme adultes, on a pris cette décision-là, puis on a besoin de temps. Fait qu'on peut imaginer que pour les enfants qui n'ont pas pris cette décision-là, bien, eux aussi ont besoin de temps. Puis que nous, des fois, on a fait notre deuil bien avant d'arriver au moment de la séparation, surtout celui qui l'initie, par exemple. Puis là, ben, combien de temps? Je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous répondre, c'est que soyez attentifs à ce que l'enfant va nommer. Au niveau des comportements, mais aussi dans les phrases, dans les mots. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que à chaque étape, il faut qu'il s'adapte. Donc, est-ce que je m'adapte à une séparation au maman-papa? Tout est friendly, ça se passe super bien, il n'y a pas grand-chose qui change dans mon quotidien. Est-ce que je m'adapte plutôt à des conflits? Est-ce que je m'adapte à un déménagement? À 2 déménagements? Est-ce que maman ou papa a gardé la maison, puis il y en a un autre qui a un nouvel appart, ou est-ce que c'est 2 maisons dans lesquelles là, je m'adapte? Est-ce qu'on change de ville? Est-ce que là, dans le fond, puis là, des fois, là, il va y avoir le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe. Attends un petit peu. On est-tu rendu là? On est-tu rendu là? Y a-tu comme. Parce que plus on remplit, bien, une matinée, ça déborde, là. Ça va déborder. Je suis capable encore de m'adapter, tu sais. Fait que ça, faut pas l'oublier, faut pas l'avoir en tête. Il ne faut pas oublier non plus tout le reste. Fait que ça allait comment avant dans ces autres sphères de vie? Tu sais, si ça allait super bien à l'école, si ça allait super bien avec les amis, ou s'il n'y avait pas de problème de développement ou quoi que ce soit, bien, ça se peut. Mais si j'ai un diagnostic, si j'ai des enjeux autres personnels qui appartiennent à mon enfant, bien, ça se peut que ça prenne plus de temps aussi à s'adapter. Alors, la réponse combien de temps, c'est vraiment variable en fonction de comment se passe la séparation, puis tout ce qui arrive autour, puis à l'âge de mes enfants aussi.
Puis les enfants, ils ont besoin à tous les âges aussi d'être mis à l'écart du conflit des parents. OK? Tout le temps, 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 tout le temps. Le plus possible. Ça, des fois, c'est dur. Mais if you feel it, fake it. Mais l'affaire, c'est que si des fois on fake trop, ben on est fauné. Puis nos enfants, souvent, ils nous aiment, hein? Ce qui est une excellente nouvelle. Puis ils le sentent. Ils le voient bien. Tu me dis que tu es d'accord que j'aille chez maman, mais on dirait que je ne le sens pas. Puis tu me dis que c'est correct que tu t'en ailles chez papa, mais on dirait que je te crois pas. Parce que c'est pas ça que tu me renvoies dans ton non-verbal. Fait que ça, il faut l'incarner. Puis des fois, ça, c'est difficile parce que le conjugal et le parental, parfois, c'est deux mondes. Puis ça, c'est pas toujours évident. Ça se peut que j'aille du ressentiment au niveau conjugal, mais est-ce que ça a un rapport avec le parental? Pas nécessairement. Tu n'es peut-être pas d'accord avec la manière que ça s'est fait, la séparation. Ça a peut-être été très cavalier, ça a peut-être été inadéquat. Est-ce que ça a un impact sur mon enfant? Puis si ça a un impact sur mon enfant, comment je fais pour préserver une portion qui appartient à la tarte du parent en tant que tel? On va parler de la violence conjugale un petit peu. OK? Parce que ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. OK? Je vais en parler juste quelques lignes pour vous donner comme juste certains enlignements. Mais oui, même dans les contextes où est-ce qu'on a de la violence conjugale, parfois, il faut aussi être en mesure de départager ces deux choses-là. OK? Puis ça peut être des fois délicat. Puis, ou par exemple, si on a un problème de santé mentale qui a amené un parent à avoir un comportement inadéquat, ça ne le définit pas dans son entièreté. Puis ça, c'est important à ne pas oublier. Puis des fois, ben, comment j'explique ça à mon enfant? Comment on en parle? Ben, encore là, ben, d'être accompagné avec un intervenant peut être une solution qui va être aidante. Véronique, ça va-tu jusqu'ici? Ça fait-tu du sens? On est-tu dans le bon sujet ou pas en tout ça, là? Parfait. OK, super. Pas de questions jusqu'ici, ça va? Ou bien il y en a plein puis je ne suis pas Non, claire? pas de questions encore. N'hésitez pas si vous en avez à l'écrire dans le chat. Vraiment, puis peut-être des petits commentaires, là, savoir comme ça fait du sens. Je sais des fois que ce que je vais dire, ça se peut que je sois confrontante. Je m'excuse énormément. Je me base pas sur comme moi, matin, j'avais le goût de dire ça. Je me base vraiment sur les données probantes, les recherches, la littérature, ce qui a été fait aux États-Unis par rapport à ça est très avancé en Australie et aussi comme dans d'autres pays d'Europe. Au Québec, on a la chance, par exemple, sachez-le, d'avoir des belles équipes de recherche qui travaillent très fort sur les familles séparées. Fait qu'on est vraiment très chanceux. Mais voilà, en fait, là, c'est sûr que je suis consciente, je le sais. Des fois, les parents ils vont me le dire, ce que tu me dis, ça me tape ses nerfs, tu m'énerves. Mais bon, c'est ça. Je peux comprendre, par exemple. Je comprends que ce n'est pas toujours évident. C'est une période de la vie qui n'est pas toujours évidente parce que c'est un moment où est-ce que personnellement, parfois, on est complètement déstabilisé. Puis là, il faut que je mette mes chaussures de parent alors que j'ai perdu mes chaussures de personne. Je ne sais plus, là. Je ne sais plus trop, là, je suis toute mélangée. Fait que là, d'être capable de faire encore mon rôle de parent optimal, c'est pas toujours évident. Puis mon but, c'est pas de vous faire sentir coupable, mais pas pantoute, par exemple. C'est vraiment d'être aidant le plus possible. Puis j'essaie d'amener le plus possible de bienveillance et un peu d'humour à travers tout ça, mais ça sait que je suis consciente que c'est des moments qui sont pas toujours évidents à traverser. Puis c'est ça. Je trouve que c'est important de le nommer, mais voilà. Fait que nos petits cocos, les petits, tout petits, nos 0-2 ans. Nos 0-2 ans, eux autres, sont dans une période, bien entendu, extrêmement charnière. C'est l'attachement qui est en construction, hein, dans le fond. Ils ont un besoin de proximité, ils ont un besoin de stabilité, ils ont un besoin de prévisibilité, ils ont un besoin de routine, ils ont besoin de calme, ils ont besoin de climat favorable au développement. Pour eux, juste de téter, de dormir, des fois juste de faire caca, ça leur demande tout leur petit jus. Fait que si en plus, papa, maman chicane, puis que c'est compliqué,
ça peut venir brimer le développement. OK? Ça leur en prend beaucoup moins, en fait, pour être déstabilisés au niveau de leur développement. Et faut pas l'oublier. Puis c'est pas parce que, hein, des fois, les parents vont me dire que mettons, les 5 ans et moins, ils comprennent pas. Ils comprennent. Ils comprennent pas les mots. Ils comprennent les émotions. Parce que c'est ça qu'ils sont. Ils sont des boules d'émotions. Alors, ils vont la comprendre, la charge affective, la charge émotive, la tension dans la maison. Ils vont le sentir. Alors, on doit essayer d'être le plus zen, le plus calme possible. Puis ça, ben, c'est pas toujours évident. Fait qu'on va se trouver ou on va mettre en place des moyens de protection pour assurer que ça se fasse. On va faire le partage des biens. Ben, regarde, petit minou va aller chez grand-mère pendant 1 heure, le temps qu'on fasse le tout, parce que je pense pas que ce soit une bonne idée qu'il soit témoin de ça s'il faudrait qu'il arrive quelque chose. Fait que ça peut être des fois ça, c'est les besoins de nos tout petits 0-2 ans. Les changements, dans le fond, de vie, les modes de vie, ils ont besoin de repères. Ils sont vraiment en train de créer ça. Fait que ça, c'est dans leurs besoins, c'est ce qu'ils ont besoin. OK? Puis des enfants de 1 an en dépression, ça existe. OK? C'est possible. OK? Fait qu'il faut faire attention. Ils ont besoin de ça. Les réactions qui peuvent être possibles, ils peuvent être extrêmement sensibles aux réactions des adultes, fait qu'ils peuvent réagir, hein, des sursauts, des éveils, des pleurs plus fréquents, des difficultés de sommeil, des pertes d'appétit. Ça, c'est des choses qu'on peut venir voir. Puis, comme je vous disais en début, ça ne va pas vouloir dire que c'est un trouble. Ça se peut que ce soit des réactions normales parce que, comme on a dit tantôt, même si on essaye de vouloir faire ça au mieux, on est des humains. Puis là, j'ai de la peine. Puis là, j'ai été fâchée. Puis là, ça m'arrive. On n'est pas parfait, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Fait on va le reprendre. Puis on va le nommer. Toutes les interventions, on va le nommer. Je m'excuse à mon coco de 6 ans, je vais m'excuser à mon coco de 2 ans. Je m'excuse, papa, il a crié. Je sais pas ça, je voulais. Maman, t'a pris fort un peu. Je suis désolée, mon coco. Maman, elle est dépassée. Je suis désolée. Ils vont sentir cette charge-là dans le réconfort. Fait que ça, c'est important d'être là. Je vous parle de l'histoire de Lou, 1 an. En fait, un petit bébé que j'ai connu dans ma pratique, un petit bébé très jovial. Et quand maman et papa se sont séparés, c'est un petit bébé qui s'est mis à avoir d'énormes hurlements pendant quelques temps la nuit. Et après 1 semaine, il n'y en avait plus du tout. En fait, il avait même réduit les pleurs d'avant. Alors, les parents ont pensé que tout allait bien, mais finalement, Lou était en dépression. Ce qu'ils réalisaient, en fait, c'était que Lou, au moment où est-ce que maman et papa se sont séparés, c'est que quand ils se réveillaient la nuit, parfois les parents étaient absents. Puis il y avait c'était grand-maman, mettons, qui était là ou quoi que ce soit, il avait été régler des affaires ou bien, comme maman qui était là, mais des fois c'était papa. Fait qu'il y avait beaucoup de changements dans sa routine et ça l'a vraiment amené Lou à être apathique et en fait à tomber dans un mode dépressif. Alors, c'est ça. Fait que ça, je trouvais, quand tantôt je mentionnais que des fois, puis là, le but, c'est pas de s'alarmer, hein, dans le fond, c'est pas ça, mais c'est juste de savoir que nos tout petits de 0-2 ans, ils peuvent quand même vivre des choses aussi. Puis que si vous êtes inquiet, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous pouvez encore là tout le temps consulter, bien entendu. Les besoins des 3-5 ans maintenant, eux autres, qu'est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils vivent? Eux autres, ils ont besoin de stabilité encore là aussi. C'est sûr que mes 5 ans et moins, là, tout ce qui est prévisibilité, routine, proximité, stabilité, c'est dans le tapis. Dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis. Fait qu'ils ont besoin de savoir où est-ce que je m'enligne. Comme ça leur permet de s'apaiser puis d'être en mesure de pouvoir se développer et d'aller gagner en autonomie. OK? Puis ça, c'est tous les enfants. Ce n'est pas les besoins des enfants 3-5 ans qui se séparent, que leurs parents se séparent. C'est tous les enfants de 3-5 ans, ça, c'est leurs besoins. Fait que c'est ça, c'est d'avoir ça en tête. Les 3-5 ans aussi, des fois, c'est là qu'on commence à avoir des peurs, hein, avoir des peurs plus fantasmiques, là, finalement. On peut avoir une imagination très fertile à cet âge-là aussi. Alors, des fois, les histoires de séparation des enfants, ils vont s'en inventer des pas pires. Ils sont bons, ils sont capables.
Ils vont être aussi beaucoup en train au niveau de la relation avec leurs parents, de se différencier avec chacun de ses parents. OK? Fait qu'il y a besoin des deux parents parce que les deux parents vont amener des choses différentes. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que maman et papa apportent de façon distincte, mais on travaille sur les mêmes choses, mais on va souvent le faire d'une façon différente qui va amener plus de capacité et de force à notre enfant au final. OK? Donc c'est ça. Puis à cet âge-là aussi, on est beaucoup dans la gestion des émotions. Hein. On va commencer à vivre plein on va être dans le balbutiement finalement des mises en place des stratégies émotionnelles, de l'autonomie et tout ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut venir voir. Les réactions de ces tout petits-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir apparaître? Bien, ça peut être des comportements problématiques de l'opposition, de la régression. Puis, en même temps, hein, nos Terrible 2, 36, 48, fucking 4, puis la période de l'agressivité du 5 ans, qui parfois peut être observée, bien, des fois, qu'est-ce qui appartient à quoi, là? Tu sais, des fois, c'est comme si tu vraiment à la réaction de la séparation ou c'est plus parce que là, il est en train de vivre un moment développemental important. Tu sais, c'est tout le temps à ne pas oublier de l'avoir en tête. Ils peuvent avoir aussi beaucoup de culpabilité et de peur de perdre leurs parents, justement parce qu'ils ont beaucoup de fantaisie dans leur tête. Ils peuvent s'imaginer beaucoup de choses. Puis, nos 6 ans et moins, c'est encore difficile, sont très égocentriques, pas parce qu'ils sont égoïstes, mais parce qu'ils n'ont pas encore la capacité cognitive de comprendre que ce que l'autre vit, c'est détaché de moi. Ils vont tout ramener à eux. Fait que si maman et papa se séparent, ben, ils peuvent penser que ben, c'est de leur faute, dans le fond. Puis je vais vous parler dans quelques minutes de l'histoire de Tom. Ils ont besoin. Ce qu'on peut voir aussi, dans le fond, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à vouloir consoler, hein, prendre en charge un des deux parents, faire des messages. Puis là, ils interprètent tout croche. Là, puis là, ils ramènent ça d'une place à l'autre. Là, ça fait des malentendus. Là, ça, c'est magnifique. Ils peuvent avoir aussi des réactions aux transitions. OK? Ils peuvent avoir des fois, comme les parents vont dire, comme là, il fait des grosses crises, il ne veut pas y aller, c'est difficile. Mais ça, c'est relié à leurs besoins de stabilité des fois, parfois. Fait que ça peut être des choses qu'on peut voir. L'histoire de Tom, ben, l'histoire de Tom, en fait, c'est que lui, qu'est-ce qu'il y avait? Il s'est mis à. C'est un petit garçon qui allait très bien. Les 3 premières semaines, premiers mois, en fait, que maman et papa se sont séparés, ça va super bien. Puis, quelques temps après, à l'école, ce qu'il réalise, c'était qu'il est à la prématernelle, là, dans le fond. Puis, plus d'agressivité, plus de crise, il se fait mal aux amis. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, à travers le suivi, tout ça, c'est que maman et papa, là, on n'était pas du tout à la même place. Là. Maman avait une manière d'intervenir, puis l'autre papa, le papa, il avait une façon complètement euh, différente. Dans le fond, on était vraiment comme à 2 continuums. Puis, le petit était en 3-2-2-3. Fait qu'il y avait beaucoup de changements dans la manière d'être des deux parents, puis ça l'a amené ces comportements-là. C'est ce qu'on a pu comme observer. Puis une fois que les parents ont été mis au courant, ils ont stabilisé des affaires, puis là, Tom s'est mis à fonctionner comme de façon adéquate, puis d'aller mieux. Fait que ça, c'est des choses qui étaient là, puis que, tu sais, si on n'avait pas regardé toutes ces sphères-là, on aurait pu penser que est-ce que c'est juste, on aurait pu comme travailler juste sur le comportement de Tom alors que c'était quelque chose de comme familial. L'histoire de Juliette, 5 ans, elle, dans le fond, elle a cru, en fait, quand elle était dans mon bureau, Timinou, elle a pensé, quand j'ai demandé comment elle s'explique la séparation de maman-papa, ben, c'est à cause d'elle, parce que le matin, elle avait pas fait son lit. Puis papa était fâché. Puis quand ils sont revenus, maman-papa l'ont annoncé qu'ils étaient séparés. Fait qu'elle, elle avait dans sa tête que c'était à cause de ça, tu sais. Et quand je parlais des fantasmes, tu sais, puis qui peuvent avoir tendance à se ramener, c'est important qu'on va les dégager. C'est jamais de ta faute. Même si on se chicane full à cause des enfants, puis que c'est peut-être à cause de ça qu'on s'est séparés, c'est quand même pas à cause de Juliette.
C'est parce que c'est moi, maman, puis des fois, ils vont vous le dire, tu sais, mais vous vous chicanez toujours à cause de moi. Oui, mais c'est pas toi. C'est maman, papa, on ne voit pas les choses de la même façon, tu sais, au niveau de la manière d'élever les enfants. Tu sais, papa, il a sa manière de voir, puis ça, c'est plein, 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 plein de bons. Puis maman, elle a sa façon de voir, puis ça, c'est plein, 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 plein de bons. Mais des fois, ça amène qu'il faut qu'on discute. Puis des fois, c'est vrai que ça faisait des chicanes, puis ça, c'était étonnant, tu sais. Fait que c'est pour ça que maman et papa, on a maintenant nos deux maisons. Tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qu'on va amener pour dégager l'enfant. Nos 6-9 ans maintenant, en fait, eux, ils peuvent être beaucoup sensibles au jugement des autres. OK? Hein, on commence beaucoup à avoir le côté social qui est là. Là. Ils viennent de commencer l'école, là, sont vraiment là-dedans, sont dans l'âge primaire. Puis ils peuvent avoir beaucoup de fantasmes sur des scénarios plus catastrophiques. Parfois, et aussi des fantasmes aussi de reconstruction du nid familial. Hein, ça peut arriver aussi. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils peuvent s'ennuyer, chercher le retour. Ils peuvent avoir aussi des fois des grosses périodes de chagrin, hein, d'avoir beaucoup de peine parce qu'ils comprennent plus un peu, hein, dans le fond, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, tout ça. Tu sais. Puis, ils ont plus de capacité de réflexion, sont plus développés, fait qu'ils sont plus capables de comprendre quand même. Mais bon, il y a une certaine portion qui reste quand même qui est limitée, mais ils sont en plein sentiment d'appartenance par rapport à la famille en construction. Fait que, ils ont vraiment, oui, à l'école, mais la notion de la famille, là, vu qu'ils sont en train de plus s'individualiser, de plus faire leurs affaires, ils ont des comparatifs aussi des fois. Hein, là, ils ont des fêtes d'amis, là, ils vont coucher sur un ami, puis là, ben, fait que là, la famille, c'est quelque chose de vraiment précieux. Fait qu'ils comprennent, puis des fois, ça leur fait beaucoup de peine de cette cisaille-là qui arrive. Puis il faut faire attention à la parentification. Qu'est-ce que c'est la parentification? Bien, c'est quand un enfant va prendre un rôle de parent qui ne lui revient pas. Fait que ça ne veut pas dire que mon enfant ne peut pas contribuer au ménage, là, puis à la famille, mais c'est par exemple de vraiment vouloir prendre en charge des tâches ou bien, mettons, par exemple, comme combien de fois on va voir des fois des petits garçons que là, papa, il est plus là, ça va être moi maintenant ça va être moi maintenant le papa de la maison. Non, non, non. Tu en as un père, puis ça va être lui ton père. Il va faire son rôle de père. Toi, tu vas rester dans tes bobettes de petits cocos de 7 ans. J'ai pas besoin, c'est correct. Oui, tu peux aider, par exemple, en faisant ton lit. Ça, c'est une super de bonne idée, faire tes devoirs, mais tu n'as pas besoin de t'occuper de la famille. C'est pas ton rôle. Fait que ça, on va les dégager de ça parce qu'ils peuvent avoir ils peuvent avoir cette tendance-là, puis ce besoin-là de alors, dans les réactions, c'est ça. Donc, des fois, des gros chagrins, de la grosse colère. Ils peuvent avoir une période où est-ce qu'ils vont être comme dans l'absence de collaboration, sont fâchés. Là. Des fois, ils nous le font payer puis ils vont nous le dire. Tu sais. Puis là, ben, ça fait juste comme des fois augmenter la culpabilité du parent, mais en même temps, là, il faut qu'on les dégage, mais vous aussi, de votre côté, il faut arriver à se déculpabiliser. On a pris cette décision-là parce que c'était pour le mieux, hein, dans le fond. C'est ça qu'on en est venu comme décision. Ils peuvent aussi se sentir coupables. Encore là, ça aussi, ça arrive. Ils vont avoir à chercher à réunir. Puis ils sont très loyaux à cet âge-là aux deux parents. Fait que, tu sais, comme eux, là, des fois, là, justement, là, quand ils voient que les parents, ils se chicanent, puis que là, ils sont conscients, là, ils peuvent être vraiment tout croche. Ils peuvent avoir tendance à remplacer le parent absent. Ils vont comprendre, là, comme je vous disais. Puis là, bien, attention aux questions d'argent. Je vous parle de Jeanne. Jeanne, c'est une petite fille de 8 ans qui faisait de la gymnastique. Elle adorait la gymnastique. Puis il y a un jour où est-ce qu'elle a dit à maman et papa, je ne veux plus d'en faire. Puis ça lui faisait vraiment du bien. Puis quand elle est venue dans mon bureau, puis on a discuté parce que les parents ne comprenaient pas pourquoi, en fait, parce que c'est comme arrivé du jour au lendemain. Fait que dans mon bureau, Jeanne, ce qu'elle m'a expliqué, c'était que maman et papa, ils se chicanaient beaucoup pour les factures, puis c'est à cause d'elle. Fait que là, je dis, ah oui, comment ça, c'est à cause de toi? Ben, il dit, parce que quand maman elle met un papier dans mon sac à dos, puis quand, puis elle dit, je pensais la facture, hein, dans le fond. Puis quand j'arrive de l'autre côté, puis que papa, il prend la facture, ben, il chiale. Puis quand maman elle met la facture, ben, des fois, j'entends des commentaires par rapport à papa que j'aime pas. Fait que si je ne vais plus à la gymnastique, ben, je pense que les problèmes vont arrêter. Ah oui, Jeanne, d'accord. Puis si les cours de gymnastique étaient gratuits, là, est-ce que toi, tu voudrais recommencer? Ah oui, parce que moi, la gymnastique, j'aime vraiment ça. D'accord.
Fait que quand on a ramené ça aux parents, ben, les parents, après ça, en fait, ben, il n'y a plus jamais eu aucune facture qui a passé par eux autres, hein, dans le fond, puis que les parents ont nommé à Jeanne qu'ils étaient désolés, puis que c'était pas leur but, hein, dans le fond, puis qu'ils avaient entendu des affaires qui étaient pas gentilles par rapport à leurs deux parents, puis que dans le fond, Jeanne, elle avait le droit de faire de la gymnastique, puis maman puis papa, ben, maintenant, ils gèrent les facturations d'une autre manière. Puis Jeanne, ben, elle fait de la compétition aujourd'hui. Fait que voilà. Après ça, ben, mes petits jumeaux, l'histoire de mes jumeaux de 7 ans. Eux autres sont bien cute. Je vais vous donner ça aussi. C'était qu'eux autres, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que j'étais en suivi avec les parents, puis pendant une consultation, madame dit à monsieur, écoute, c'est vraiment gentil les fleurs, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as envoyé ça parce que il me semble que c'était clair, tu sais, c'est terminé, puis j'ai pas l'intention de revenir. Puis là, monsieur il dit, ben, mais de quoi tu parles? Fait que là, elle dit, ben là, j'ai les fleurs, tu m'as envoyé des roses, tu m'as envoyé des fleurs avant hier, tu sais, Fait que là, il est comme, ben non, pas du tout. Fait que là, je suis comme, ben voyons. Fait que là, je leur dis, ben demandez donc à vos garçons, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres. Fait que les petits cocos, ils avaient vu maman, papa avoir eu bien du fun dans une transition. Puis, ils s'étaient dit, voilà notre chance. Fait qu'ils avaient envoyé des fleurs signées par papa à maman en pensant que ça allait comme refaire la famille. Fait que pour petit doux, on leur a annoncé que non, ça n'allait pas se passer. Puis là, ben, puis que maman et papa, ils ont le droit d'avoir du plaisir, ils ont le droit d'être encore comme agréables l'un envers l'autre, puis que c'était correct. Ça avait été difficile pendant un petit moment, puis là, ben, ça allait mieux. Puis fait que pour eux, il y avait. Fait qu'ils ont eu bien de la peine, dans le fond, mais les parents les ont accompagnés, puis ça a fait en sorte qu'à ce moment-là, c'est ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut voir. Nos 9-12 ans maintenant, nos 9-12 ans, ben, eux autres sont dans leur activité, sont dans leurs affaires, sont beaucoup plus vieux. Ils ont quand même besoin de stabilité. Ils peuvent avoir des fois aussi des comportements problématiques ailleurs qui vont arriver. Ça peut arriver qu'on observe ça. Ils ont besoin de rester des enfants, OK? Puis la parentification à cet âge-là elle peut être forte. Il faut faire attention à cet élément-là. Ils ont besoin d'être neutres. Ils ont vraiment besoin d'être neutres dans les messages, hein, au niveau des décisions. Les réactions qu'on peut venir voir, ben, c'est des conflits de loyauté. Ils peuvent choisir un parent. Hein, ils peuvent en venir, hein, puis on va en reparler du conflit de loyauté, mais ils peuvent arriver à choisir, des fois, à vouloir prendre un parti parce qu'ils sont tannés, sont fatigués des chicanes. Ils peuvent avoir des réactions psychosomatiques, des replis sur soi, ou des fois, ils vont avoir une attitude d'exclusion. Hein, ils vont être fâchés après un des enfants, un des parents. Hein, je vous parle de Félix. Félix, il en voulait énormément, lui, à papa, parce qu'il voyait beaucoup maman pleurer. Mais il a fallu qu'on reprenne ça avec autant les deux parents, dans le fond, parce que maman, peut-être de pleurer moins quand Félix est avec lui, puis que maman puisse expliquer en fait à Félix que c'est pas papa le problème, dans le fond, c'est pas ça, c'est la séparation qui fait de la peine à maman, beaucoup, puis que des fois, puis que papa, c'est pas papa qui fait pleurer, c'est la situation, hein, dans le fond, parce que Félix, il voulait plus aller chez papa, il en était venu là. Nos adolescents maintenant, eux autres, dans le fond, sont dans une phase développementale, eux aussi très charnière, hein, à ce moment-là. Ils ont besoin d'être considérés et de ne pas décider encore là, non plus, même s'ils ont cette possibilité-là. Puis des fois, il faut faire attention parce que des fois, on leur donne beaucoup de pouvoir, mais ils n'ont pas encore un jugement d'adulte. Ils n'ont pas encore toutes les capacités. Hein. Des fois, il y en a qui ont vraiment l'air très matures, mais ça demeure que des fois, ils ne sont pas bien puis ils sont wise, ils ont tout compris, là, la patente. Fait que des fois aussi, il faut faire attention à la triangulation de l'information, hein, dans le fond, que ça ne fait pas mon affaire chez papa, m'en va chez ma mère, ça ne me tente plus d'être chez ma mère, m'en va chez mon père, là, ça joue au yo-yo à cet âge-là, des fois. Fait que non, il faut quand même demeurer dans notre autorité parentale. Ils ont besoin de place pour vivre leurs propres enjeux. Puis eux, ben, ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de temps. Le temps des tout petits, c'est beaucoup plus. Le temps subjectif des enfants, ben, ils ont besoin, eux, de voir plus souvent maman, papa, les tout petits, tandis que nos ados, eux, sont plus capables. C'est pour ça que des fois, les ados, eux autres, ils vont faire comme des fois du 7-7, des fois du 2 semaines, ou ils vont être campés dans chez un, puis ils vont se promener une fin de semaine sur deux ou de façon plus aléatoire parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes besoins. Puis en même temps, il y a des ados qui vont continuer à faire des fois une garde partagée beaucoup plus rapetissée parce qu'ils ont ces besoins-là, tout simplement, encore là. Ils ont besoin d'être des ados, pas nos confidents.
Hein, des fois, ça, c'est important. On est rendu tout seul, puis là, on jase. Puis des fois, il faut faire attention justement aux questions intrusives. Parce qu'à cet âge-là, se construit aussi le modèle identitaire, se construit aussi la vision de l'amour. Hein. Des fois, ça va être leur première, leur première peine d'amour. Puis là, ben, ça, en plus, je vois, mettons, papa qui pleure au bout parce que maman, ça me fait penser à que moi aussi, quand je me suis fait domper par mon chum, ça me faisait donc bien de la peine. Puis là, je vois mon père qui pleure autant. Fait que maman, là, tu vas prendre le bord, tu sais. Fait que ça, des fois, ils peuvent avoir cette espèce de sentiment-là de vouloir comme sauver un des deux parents. Puis ça, ben, on veut pas ça. Fait que leur réaction, je me promène un peu à travers tout ça, mais ils peuvent avoir beaucoup de colère, ça peut arriver au niveau de l'image de la famille, de l'amour, il peut y avoir de la rébellion, ça peut arriver aussi. Ils peuvent être embarrassés aussi par certains comportements des parents. Puis les ados, ce qu'on doit savoir aussi, c'est qu'ils sont très tiraillés entre l'autonomie et la liberté. Hein. C'est comme, je te nomme que je veux faire tout par moi-même, mais à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup d'insécurité. Fait que parfois, la séparation peut amener de l'insécurité aussi. L'histoire de Sam, 13 ans, lui a été témoin en fait de la séparation très difficile de ses parents en fait, il est devenu super anxieux après la séparation parce que ça a été une histoire où est-ce que ben, il a entendu puis il a compris pourquoi ça s'était passé. Puis c'était dans un petit village. Alors, plusieurs personnes en parlaient et parlaient de sa mère d'une manière, disons, colorée. Puis l'école, ses amis se sont mis à dénigrer sa propre mère qui était revenue avec le père après. Et là, lui, là, il était super anxieux, il ne voulait plus aller à l'école, il était tout mélangé dans tout ça. Fait puis il voulait prendre un rôle, de protéger ses parents. Puis, fait il s'est retrouvé dans une situation très malaisante. Fait que, parfois, c'est tout ça aussi, des fois avec les plus vieux, à pas oublier. Alors voilà pour cette belle petite section. Est-ce qu'on pourrait, il y a une question, est-ce qu'on pourrait, Oui, en lien avec ça, peut-être, je ne sais vas-y. pas si la personne veut la lire elle-même ou si je la lis. Je peux peut-être, je ne sais pas, y aller. Oui, je peux le faire. Mhm. Donc, si la séparation arrive en bas âge, est-ce que les étapes 9-12 ans et ados, par exemple, sont moins accentuées? Oh, attends un petit peu. Ou ça ne fait pas de différence? Bien, encore là, ça peut dépendre, en fait. C'est que ça se peut que oui, quand va arriver. Si, mettons, la coparentalité va très bien, l'adaptation, la séparation est faite, ça se passe bien, bien, ça se peut que ça passe effectivement comme dans du beurre. Puis ça se peut, par exemple, qu'il y ait certaines questions qui reviennent. C'est sûr que si la coparentalité est difficile, ça se peut qu'on voit ce genre de comportement-là arriver. Puis on peut se préparer à ça aussi. Mais si ça se passe bien, ça se peut que ça coule, effectivement. C'est plus dans le crunch, dans le fond, mais si on est en conflit qui perdure, ben là, il y a ça aussi qui peut, parce que c'est comme je vous disais tantôt, ce qu'un conflit de séparation, c'est qu'on dirait que c'est tout le temps vif. On dirait que la séparation est arrivée la semaine passée où il y a comme vraiment pas longtemps. Fait qu'on dirait qu'on n'a comme pas passé des fois ce stade de crise qui s'est apaisé, tu sais. Fait que voilà. J'espère que ça répond. La Super, merci. Puis, il y a une autre question pour l'enregistrement, mais on pourrait répondre à la fin. Puis la OK. personne dit oui, merci, merci beaucoup. Donc, ça a répondu. OK, super. Génial. La coparentalité, qu'est-ce que c'est ça, la coparentalité? La coparentalité, on en parle beaucoup, en fait, quand on est séparé, mais il faut savoir que la coparentalité, quand on est encore en couple, c'est la même affaire. C'est là pareil, là, dans le fond. On va parler plus de coparentage. Dans ce temps-là, il y a des petites nuances de terminologie, mais sinon, c'est quand même quelque chose de très similaire. Et la coparentalité, c'est d'assurer le maintien des rôles parentaux. Tout ça, ce que ça veut dire, c'est de garder une image, en fait, positive de l'autre parent, d'assurer des contacts, que c'est mon enfant, il a le droit de voir son parent, il a le droit d'aimer, hein, dans le fond aussi, son autre parent, même si moi, je suis peut-être fâchée. C'est ça, assurer le maintien des rôles parentaux. C'est de collaborer aussi dans le partage des responsabilités. Fait que qui fait quoi, quand, comment. Et là, ça, des fois, dans mon bureau, ça fait des affaires bizarres parce que des fois, les gens ils vont dire oui, mais
Quand on était en couple, là, tu faisais rien de ça. Là, on se sépare, puis là, tu fais tout ça. Ben, peut-être que si tu l'avais fait, peut-être qu'on serait encore ensemble. Oui, bon, d'accord. Mais ce que j'avais aussi dit, c'était que la séparation, c'est une crise. Fait qu'avec une crise vient mouvement, vient nouveauté, développer des stratégies nouvelles. Puis des fois, dans notre confort du quotidien, on a pris des dynamiques, puis on a des patterns relationnels. Puis là, ben, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Dans le fond, moi, ce que j'aime dire, ben, tant mieux pour vos enfants si ça a un plus-value. Rendu là, c'est peut-être une manière qu'on peut le voir. Puis si en plus, toi, autre parent qui faisait beaucoup de choses, ben, peut-être que si ça allège ta charge mentale, ben, yopidou. Dans le fond, pourquoi pas? Mais bon, des fois, ça, c'est ça. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais ça va être aussi, dans le fond, dans le partage du temps de vie, de clarifier notre plan parental. Fait que ça, en médiation familiale, par exemple, ou auprès de la cour, peu importe, on va mettre beaucoup d'emphase justement à définir ces choses-là. Puis des fois, la première année, c'est difficile, ben, on ne l'a pas vécu. Il y a plein d'affaires qu'on n'a pas vécu encore, fait que c'est pas clair. Mais quand on le vit, oups, là, on pogne des murs. Ben, c'est correct. En fait, c'est juste on va s'ajuster. On ne le savait pas encore. Après ça, ben, c'est le dialogue. OK? Le dialogue pour une meilleure prise de décision. Fait que ça veut dire qu'il faut se parler. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé, surtout en garde partagée. Parce que autrement, notre enfant ne vit pas une semaine chez papa puis une semaine chez maman. Il vit tout le temps, notre enfant. C'est juste qu'il n'est pas dans la même maison. C'est juste ça la différence. Fait que si maman, papa ne se parlent pas, ça se peut que ça soit très difficile à vivre. Au même titre que si je ne parle pas avec l'école. Si je ne parle pas avec l'école, puis qu'il se passe des affaires difficiles, si tout va bien, ah ben là, on va se dire des petites affaires, puis ça va bien aller, tu sais, mais quand c'est difficile, ben, il faut qu'on arrive à trouver une manière de communiquer dans le respect pour que ce soit fonctionnel. Le but, ce n'est pas d'être des meilleurs amis, c'est d'être fonctionnel parce qu'on est parents de ces enfants-là jusqu'à la fin de notre vie, pas à 18 ans, jusqu'à la fin de notre vie. Puis ça, ben, je vous dirais que c'est un élément très important. C'est un grand facteur de risque à un conflit de séparation, OK, quand il n'y a pas de communication. Il faut être capable de prendre des décisions communes, puis ça n'enlève pas non plus aussi l'autorité parentale. Si, mettons, mon enfant, il est beaucoup plus avec un de ses deux parents, à moins d'être déchu de son autorité parentale, il a quand même encore son droit à dire l'autre parent. Fait que là, il faut qu'on arrime des affaires. Fait que c'est pas toutes les décisions qu'on est obligé de prendre ensemble, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit discuter ensemble. Puis, on va respecter les ententes prises. OK? On ne change pas là, nos décisions à tout bout de champ. Ce qu'on veut, c'est un plan de match. Mais mon plan de match, je ne veux pas qu'il soit rigide, qu'il n'y ait absolument rien de dérogeable. Je veux qu'il y ait une certaine flexibilité, mais pas qu'il soit comme un vieux spaghetti mou, il va péter, dans le fond, c'est pas ça qu'on veut, Mais je veux qu'il soit malléable. Ça, les enfants, là, souvent, c'est une des choses qu'ils trouvent extrêmement intéressant. Quand ils savent où est-ce qu'on s'en va, c'est clair, c'est connu, c'est rassurant, c'est sécurisant, mais la petite flexibilité va amener à ce que ce soit apaisant et non pas anxiogène. Par exemple, votre enfant, là, pour vrai, il s'en fout d'arriver à 4 heures ou 4h15. Lui, ce qu'il n'aime pas, c'est la tension entre les deux. C'est ça qu'il n'aimera pas. Puis vous n'êtes pas à l'heure pour l'autre parent. Vous êtes à l'heure pour votre enfant. Chaque décision qu'on prend, on les prend pour notre enfant. L'entente qu'on a prise, c'est pour notre enfant. Fait que d'avoir une certaine flexibilité, ça peut être intéressant, justement, de se donner des gaps, de se donner des zones tampons, puis de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Puis si après 3 semaines, ça ne fonctionne toujours pas, bien, peut-être que là, ce n'est pas la bonne solution, puis on est mieux d'en trouver une autre. C'est correct. Mais une fois qu'on a une solution qui fonctionne, on la maintient dans le temps, puis qu'on va la faire évoluer au même titre que nos enfants vont évoluer. Pas au gré du vent des conflits parentaux ou de l'humeur d'un de l'autre, ou à moins d'avoir un élément particulier. C'est sûr que, bien entendu, dans le fond, on doit changer de ville. Ou si je suis en mission ou il y a quelque chose qui arrive, ça se peut que là, les ententes qu'on a prises ne sont pas les mêmes. Ça se peut. Puis ça, c'est correct. Dans le fond, il faut savoir qu'une entente, c'est pas à vie. Là. Il y a des ententes que quand on a des travails atypiques, on a des travails des fois comme dans le monde des militaires, en fait, on peut avoir des ententes qui vont être à plus court terme,
quand tu es là, voici comment ça se passe, puis quand tu n'es pas là, voici comment ça se passe. Puis que là, on va venir mettre comme ça, c'est le plan de match quand tu es ici, puis quand tu n'es pas là, voici c'est quoi le plan de match. Il peut y avoir des façons de pouvoir venir faire varier ces ententes-là pour qu'on soit bien. OK? Au même titre que le calcul des sous. C'est la même affaire. Maintenant, aujourd'hui, mettons, quand on parle de pension alimentaire, on ne parle plus nécessairement sur du annuel. On peut parler en période. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Alors, si maman et papa ne font pas pareil, est-ce que c'est grave, selon vous? Pensez-vous que c'est grave ou c'est pas grave? Roulement de tambour, je passe à l'autre. En fait, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir un tronc commun éducatif. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est qu'on veut être similaire, OK? On ne veut pas être pareil. Tu sais, quand on est encore en couple, là, c'est la même affaire. Puis même entre vous et moi, là, même nous, juste nous comme parents. Tu sais, mettons, moi comme maman, là, tu sais, j'essaye d'être la plus cohérente possible. Mais il y a des fois où est-ce que même avec moi-même, je suis comme, voyons, t'es donc bien incohérente. Là. Hier, tu as dit ça, puis aujourd'hui, tu dis ça. Alors, saisis-toi, fais quelque chose. Tu sais. Fait que, entre parents, c'est un peu la même affaire aussi. Mais on a des valeurs similaires. On veut avoir comme on va avoir une façon, nos interventions vont être presque pareilles. Tu sais, ou en tout cas, qu'il va y avoir des marges de manœuvre, mais qu'on va être pas mal dans la même lignée. Fait qu'on va s'entendre tu sais, au niveau des règles, au niveau des méthodes éducatives, au niveau des conséquences, la gestion des écrans, la routine. Puis on va mettre comme un gap. Tu sais, moi, des fois, des fois, je vais donner comme une demi-heure. Tu sais, s'il y en a un qui a le droit à 1 heure de tablette, puis l'autre bord, c'est 1 heure et demie, c'est pas la fin du monde. Là. Tu sais, on est comme, tu sais, il se couche à 7 heures, chez nous, c'est 7 heures et demie. On est pas mal dedans, là, tu sais. Puis nos adolescents, ben là, ça, c'est un autre patente. Hein, parce que là, comme vous le voyez dans ma présentation, c'est qu'on a on a d'autres types d'enjeux. Tu sais, gérer les Legos, c'est pas comme gérer le tatou puis la relation sexuelle. Tu sais, c'est pas la même affaire. Tu sais, fait que c'est sûr qu'encore là, pourquoi on veut ça? Ben, c'est pour sécuriser nos enfants. OK? Puis pour aussi les rendre neutres. Puis pour pas qu'ils nous triangulent. Puis des fois, les parents ils vont dire ils nous manipulent. Non, non, ils ne vous manipulent pas. Je suis désolée de vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas une équipe, puis que ça fait en sorte qu'ils ont compris la game. Fait qu'ils sont intelligents. C'est une excellente nouvelle. Il y a des gains secondaires rattachés à ça. Pourquoi ils s'en passeraient? T'sais, même affaire que pour vous. Là. Si vous avez 2 boss, puis qu'il y en a un que si vous allez le voir, il vous augmente de 10 puis que l'autre, il vous augmente de 5, je ne vois pas pourquoi vous iriez voir celui à 5 là. C'est la même affaire avec nos enfants. Là. Fait qu'il faut qu'on s'arrime ensemble. Parce qu'on ne veut pas envoyer le message qu'il y en a un des deux qui est plus cool que l'autre. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les deux soient dans le même. On ne veut pas comme avoir un bad cop, un good cop. C'est ça, on voudrait moins ça. On veut que ça soit comme similaire. Puis que si on est plus ou moins d'accord avec, mettons, une décision qui vient de l'autre bord, mais on va quand même l'entériner, parce qu'on va être dans une équipe, puis on va se parler, puis on va s'ajuster après. Puis là, ben, c'est la même affaire comme tantôt que je nommais un peu dans mes exemples au niveau de la collaboration avec l'école, dans le fond. Parce qu'autrement, mon enfant, il peut très bien s'arranger, puis obtenir des gains par rapport à ça, puis ça, c'est pas ça qu'on veut. Fait que voilà. Les styles parentaux, je voulais simplement comme les ramener ici, pour de voir en fait où est-ce qu'on se situe. On pourrait en parler pendant 4 heures de cette affaire-là, mais le parent, en fait, qui est plus dans le lâcher-prise, ben, c'est un parent, des fois, qui a peut-être plus de difficultés à mettre un cadre, à donner des conséquences, des fois, qui va être plus ami. C'est un parent qui peut être plus dans ça. Un parent qui est plus de style autoritaire, mais c'est un parent qui, des fois, qui va être plus sévère, qui peut avoir plus d'inconstance dans ses stratégies d'intervention, qui peut être des fois plus dans les punitions au lieu dans des conséquences, en fait, ce que mon style démocratique va être. On voudrait aller vers le style démocratique, où est-ce que, en fait, les besoins du parent sont aussi importants que les besoins des enfants, puis qu'il va y avoir des conséquences qui vont être logiques, qui vont être naturelles, mais il va y avoir aussi beaucoup de place pour l'accueil des émotions, de se parler, le dialogue, pour trouver en fait des solutions, qu'on va aller favoriser l'autonomie et la responsabilisation. Le parent qui est désengagé, bien, ça, c'est un parent qui est absent, et qui peut être absent pour plusieurs raisons, qui peut être absent comme physiquement parce que tu n'es pas là, mais ça pourrait être aussi parce que, par exemple, il y a une problématique de santé mentale importante qui l'amène à ne pas pouvoir assurer son rôle de parent ou parce que
parce qu'il est complètement workaholic, puis qu'il travaille tout le temps, puis que même quand il est là, ben, il est sur son sel en train de travailler, tu sais, puis qu'il n'est pas disponible. Là, tu sais, c'est comme ça, c'est pas comme de temps en temps. C'est comme c'est une répétition. Tu sais. Fait que ça, on est plus dans ça. Là. Tu sais, là, je ne veux pas culpabiliser personne. Mais moi, je suis sur mon sel des fois. Ça ne veut pas dire que vous êtes désengagé. C'est pas ça que ça veut dire. Fait que c'est vraiment comme c'est tout le temps. Tu sais, je suis là physiquement, mais dans ma tête, je ne suis pas là. Tu sais. Fait que dans le meilleur des mondes, on voudrait avoir le style démocratique, mais comme parents, des fois, ben là, où est-ce qu'on est, nous? Tu sais? Puis comment on va faire ensemble pour travailler vers un arrimage vers ce style-là ici, le démocratique? Donc voilà. La communication, ben, c'est la clé. C'est sûr que ça nous tente peut-être pas, mais il le faut. C'est important. Les clés, les pièges associés à cette belle communication-là, ben, c'est devant les enfants, si on fait attention. On ne fait pas juste attention, on est nickel. On ne veut pas de tension. Des fois, j'ai des parents qui vont me dire, ben gars, Cynthia, je suis bon, je n'y ai pas parlé quand on a fait l'échange des enfants. OK. Dans quel état tu étais? J'étais encore lisse. OK. D'accord. Puis à quel point, mettons, ben à 1000. OK. OK, ben, bon, super, on n'a pas parlé, mais en même temps, il y avait une tension qui était extrêmement là, puis la charge émotive était super intense. Fait que, peut-être qu'on aurait pu trouver une autre stratégie de transition, parce que ça, les enfants, ils vont le sentir. Fait que devant les enfants, on ne se parle pas non plus de des grands enjeux. En fait, moi, ce que je dis, à moins que ça aille super bien. Si ça va super bien, puis que vous avez une communication extrêmement fonctionnelle, très fluide, tout se passe bien, puis que vous êtes capable de pouvoir nommer comme il est arrivé telle affaire, hein, tu veux-tu le nommer à ton père, qu'est-ce qui s'est passé, puis que là, on va être dans une équipe, mais si ça l'amène à ce qu'on ait une discussion puis on ne s'entend pas devant nos enfants, bien là, ça ne marche pas, on va le faire à un autre moment. Ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est de prendre de prise des décisions. Il faut prendre des décisions, il faut qu'on se parle pour prendre des décisions, pour pas que l'autre soit comme placé devant le fait accompli. Puis on va aller valider de l'information. Tu sais, des fois, nos enfants, ils vont interpréter des choses avec un cœur, puis avec un développement cognitif d'un enfant. Et quand ils ramènent l'autre bord, ça fait des malentendus. Je vous parle de Marianne. Marianne, un jour, elle arrive chez sa mère. Non, elle arrive chez son père. Elle arrive chez son père, puis elle dit à papa, papa, je ne pourrai plus venir la prochaine semaine. Son père, il dit, ben voyons donc, de quoi tu me parles? Ben, il dit, parce que cette semaine-là, moi puis maman, on a joué ensemble, puis maman, elle me dit que quand j'étais pas là, elle n'allait pas bien. Fait que je vais devoir rester avec maman. Ben, là, le père, il est comme, mais voyons, c'est sûr qu'elle me niaise, là, il ne peut pas avoir fait ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il appelle la mère. Puis la mère, elle dit, ah, mais pas du tout, je n'ai jamais dit ça à notre fille. Fait que là, il replace le contexte un peu. Fait que ben, vous êtes en train de jouer à quelque part, à quelque chose. Fait que là, fait que là, elle dit, ah, mais OK, elle dit, je comprends. Elle dit, parce qu'on est en train de jouer. Puis, je lui ai dit que je trouvais ça vraiment le fun quand on jouait ensemble, que quand elle n'était pas là, des fois, je m'ennuyais, tu sais. J'ai jamais dit que j'avais pas. Fait que voyez-vous, si on n'avait pas validé l'information, ça aurait pu faire un conflit de feu, là. Alors, aller des fois valider l'information auprès de l'autre parent puis pas en reproche puis en attaque. Tu sais, le papa, dans mon exemple, il n'est pas arrivé en disant comme Hey, tu veux m'enlever ma fille? Nanana. Tu sais, on n'est pas là-dedans. Là. Il est allé plutôt dans Hey, voici ce qu'elle m'a rapporté, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, ben, de replacer le contexte et tout ça. Puis après ça, ben, les parents ont fait une intervention auprès de la petite pour la dégager. Parce que là, elle avait pensé que maman, elle n'était pas capable de gérer quand elle n'était pas là, alors que c'était pas ça pantoute. Là. Puis après ça, ça a recoulé. C'était correct. Fait qu'allez valider l'information, s'il vous plaît, le plus possible. Ça va vraiment éviter parce qu'il faut savoir que c'est 75 des conflits qui sont basés sur des malentendus. Combien de fois vous jasez avec une personne, puis là, mettons, vous estimez, moi, j'aime bien ça faire ça, mes amis maïs, mais de quoi tu parles, toi? Ben, moi, je parle de telle affaire. OK. Parce que moi, je parlais d'autre chose complètement. Fait qu'on on s'entendait. On ne parlait même pas de la même affaire. Comment veux-tu arriver à trouver une solution si on ne parle même pas le même langage ou si on ne parle pas de la même affaire? Fait que les malentendus, c'est vraiment, vraiment des fois source de conflit. Les transitions, donc les transitions, en fait, c'est tantôt quand j'ai parlé de devant les enfants, les transitions, mais il y avait ça, mais il y avait aussi, en fait, dans les rendez-vous, dans le fond, avec les médecins ou avec l'école ou quoi que ce soit, quand les enfants sont présents puis il y a des professionnels,
on fait attention, son témoin, il nous voit, il nous entend. Puis, durant les transitions, ben, j'en ai un petit peu parlé aussi tantôt, fait que je vais continuer. Les communications indirectes, OK, et écrites. C'est sûr que, encore là, là, je vous parle des pièges, hein, puis des fois des parents où est-ce que ça peut être plus houleux. Quand tout ça va bien, ben ça coule, mais on fait attention aux textos. Les textos, des fois, c'est intrusif. Tu n'as pas de contrôle sur quand est-ce que ça pop dans ton téléphone. Tu n'as peut-être pas le goût, toi, de recevoir ça un samedi soir quand tu as pris un verre de vin, puis que là, tu es le bain, puis que là, ça va bien, puis que là, paf, mon ex m'écrit, ça me tente peut-être pas. T'sais. Fait que des fois, ça peut. Puis là, ben là, oups, en plus, si là, je suis un peu impulsif, puis là, je suis un peu fâché, puis là, oups, des fois, les pouces, ça va vite, hein? Fait que là, après le lendemain, je relis mes messages, puis je me dis, oh, mon Dieu Seigneur, j'ai-tu vraiment écrit ça, tu sais? Fait que moi, je le conseille plus ou moins. Il y a plein de belles applications qui existent que vous allez voir un peu plus tard, puis que, tu sais, que vous pouvez utiliser, ou sinon les courriels, ou sinon le fameux vieux téléphone qui fait aussi la job, hein, dans le fond, qui peut venir aider. L'écrit, l'avantage en courriel, par exemple, ou dans les applications, où est-ce que là, vous pouvez mettre comme un filtre de notification qui vient comme un peu bloquer des fois l'aspect de l'intrusion. Dans l'écrit, ben, les écrits, ça reste. Hein, dans le fond, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, des fois, ça nous permet de pouvoir avoir un. Ben, on avait dit ça. On avait parlé de ça. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, je ne m'en rappelle plus. Tu sais. Donc voilà. Fait que, voilà, c'est ça, l'application Twosses, qui est une application pour les parents séparés qui est très géniale, formule gratuite, puis il y a aussi une formule payante dans laquelle vous allez avoir tout là-dedans. Le calendrier, hein, fait que là, tout se ramasse là. On va chez le dentiste, c'est déjà écrit dans le calendrier. Fait que chacun des deux parents peut se responsabiliser par rapport à son rôle parental. On peut avoir une section de chat où est-ce que justement on a comme là, puis que là, tu as comme une notification qui apparaît, mais c'est comme, il y a comme différents niveaux, fait que c'est moins intrusif. Puis tout est là. La gestion des comptes aussi est là. Je screenshot ma facture, tu la reçois, elle est virée dans mon compte l'argent, je reçois une notification. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun pour ça. Tout est là. Fait que ma gestion de séparation, c'est là qu'elle se passe. Je ne reçois pas comme plein de manières où est-ce que tu rentres en contact avec moi. Ça peut être des fois comme un moyen de protection, justement. Les changements importants et les nouveaux conjoints, bien, on s'en parle de ça. OK? C'est important d'en parler. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Le changement important, je l'ai inclus dans mon nouveau conjoint. Les changements importants, dans le fond, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on ne se dit pas? OK? Dans le fond, ce qu'on doit savoir, c'est que tout ce qui arrive dans votre vie personnelle, qui aurait un impact potentiel chez votre enfant, l'autre parent devrait être le premier qui le sait. Pourquoi? Pour être en mesure d'accompagner l'enfant et de faire une intervention qui va être optimale. Je donne un exemple. Cocotte est chez maman et on apprend que grand-maman est hospitalisée, ça ne va pas du tout. Elle s'en va chez son père, est opposante, elle fait des crises, papa met des conséquences, place un cadre d'entrée de jeu, ça nous apparaît comme une intervention adéquate. Mais quand là, je donne l'information que grand-mère, elle ne va pas bien, oups, l'intervention de papa devient un petit peu moins optimale. Parce que peut-être qu'elle réagit à grand-maman puis elle est inquiète. Fait que peut-être que l'intervention optimale serait beaucoup plus d'être dans le caring, dans le prendre soin. Ça se peut-tu que tu sois inquiète de grand-mère? Est-ce que tu aimerais qu'on l'appelle? Est-ce que tu aimerais qu'on aille la voir? Est-ce que tu aimerais qu'on parle à maman? Puis là, oups, soudainement, ça appelle. Fait que, tu sais, l'intervention numéro 1 n'était pas inadéquate. Mais est-ce qu'elle était adaptée aux besoins de mon enfant? Peut-être moins. Et c'est ça qu'on veut tout le temps. Hein? On voudrait toujours le plus possible intervenir au niveau du besoin de mon enfant, pas juste sur la pointe de l'iceberg qui est le comportement que je vois. Donc, j'ai l'intention de déménager, je ne vais pas bien au niveau de ma santé mentale, il va m'arriver quelque chose dans ma famille élargie, peu importe, ça a un impact potentiel. Je t'avise. Je ne te demande pas ta permission. Puis là, c'est la même affaire avec le nouveau conjoint. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait un bout qu'on est ensemble, puis là, j'ai l'intention de le présenter à mes enfants. Je vais le dire à l'autre parent. Hey, tu t'entends parler de Caroline, là? Ben, c'est ma nouvelle conjointe, ça fait déjà ça fait un petit bout qu'on se voit, puis j'ai l'intention de la présenter aux enfants en fin de semaine prochaine. Fait que je t'avise. L'autre parent, tu n'as pas à me commenter, tu n'as pas à me donner ton avis. Ça, dis-le à ta chum, ou à n'importe qui d'autre, mais
j'ai le droit d'avoir un peu peut-être d'informations, hein, dans le fond, mais tu sais, comme je fais encore là le parallèle avec l'école, vous n'avez pas toujours son pedigree à la prof, tu sais. Des fois, je vais le savoir au premier bulletin, tu sais, ou si moi, je vais prendre l'initiative d'aller comme aller chercher un peu plus d'informations. Cette personne-là, ben, tu sais, c'est une personne que, tu sais, là, c'est sûr que je ne rentrerai pas dans tous les aspects du nouveau conjointe, mais mettons que j'ai des doutes. Tu sais, il y a des manières de pouvoir l'amener, mais au final, un nouveau conjoint, mais, tu sais, c'est une personne de plus dans la vie de mon enfant qui va lui amener de l'amour. Hein, techniquement, c'est ça. C'est une personne significative qui pourra avoir un impact de plus. Et dans le meilleur des mondes, vous avez fait des bons choix. Fait qu'il y a eu un jour où est-ce que vous vous êtes choisis mutuellement. Ça devait être bien être parce que vous étiez des bonnes personnes. Ben, cette personne-là pourrait avoir un rôle à jouer dans la vie de mon enfant. Fait que, tu sais, probablement que vous avez choisi quelqu'un de pertinent, puis que là, ben, c'est le fun. Tu sais, au final, c'est ça aussi, c'est comme ça aussi. Il ne va pas prendre ta place comme parent. Puis ça, ben, on va l'ouvrir avec nos enfants. Puis on va peut-être l'ouvrir avec notre autre parent. Tu sais, je te rassure, j'ai avisé les enfants, tu sais, qu'ils ont juste une mère ou ils ont juste un père, puis c'est bien correct. Tu sais, tu vas pouvoir leur dire aussi si tu veux. Moi, je fais souvent l'exercice du cœur avec les enfants. Je dessine un cœur, puis là, je le remplis avec il n'y a plus de place. Puis là, je dis, puis là, on va rentrer Caroline. Elle est où Caroline? Puis là, il y a des enfants qui vont dire, ben là, on va devoir enlever quelqu'un ou quelque chose dans le cœur. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment bons. Ils vont me répondre la réponse que je vais leur proposer, c'est on va grossir le cœur. Parce que l'amour, c'est exponentiel, cette affaire-là. Il y a toujours de la place pour des nouvelles personnes qu'on aime. Fait qu'on n'a pas besoin d'enlever le chien. On peut mettre quelqu'un d'autre, on peut rentrer quelqu'un. Puis la place du parent dans le cœur, elle est unique. On la colorie d'une façon qui, elle, là, elle ne peut pas la remplacer. Il n'y a personne qui peut prendre cette place-là. C'est la place de maman, c'est la place de papa, puis il y en a juste un. Caroline, c'est une autre personne de plus. Mais Caroline, par exemple, c'est une personne en autorité comme n'importe qui. Hein, si vos enfants viennent dans mon bureau et qu'ils sautent sur le divan puis que vous ne faites rien, ça se peut que j'intervienne. C'est sûr que si j'interviens en criant après vos enfants puis en sacrant après, vous allez me recadrer, j'espère, puis vous aurez bien raison. Ça ferait du sens. C'est ça votre rôle de parent. Mais si j'interviens d'une façon adéquate, ben c'est bien correct. Fait que le nouveau conjoint, c'est un peu la même affaire. Fait que c'est aussi votre rôle de parent que si ce nouveau conjoint-là prend trop de place ou qu'il veut devenir le parent substitut, attends un petit peu, ce n'est pas ton rôle. Tu as de la place pour intervenir, c'est correct. Mais il n'y a pas besoin de prendre la place d'un parent. T'sais. Alors, voilà pour les clés, les pièges au niveau de la communication. Les fameuses transitions parentales. OK? Quand notre enfant ne veut pas y aller. On en a un petit peu parlé tantôt, mais les petits trucs que je voulais aussi comme vous rajouter puis vous donner, bien, on garde une image positive de l'autre parent le plus possible. On va être dans justement Hey, c'est le fun, tu t'en vas chez maman en fin de semaine, vous allez faire du cheval, c'est le fun. On va mettre l'accent sur l'aspect positif. On ne va pas comme être dans là, je vais m'ennuyer, j'ai tellement hâte que tu partes, ou de dire comme tu vas voir, ça va passer vraiment vite. Ça envoie un message un peu contradictoire. Fait qu'il faut faire attention à nos propos. Être prêt quand l'autre arrive, OK? Parce que ça, nos tout petits, des fois, sont dans le moment présent. Je fais mes Legos, maman, elle arrive, je ne veux pas y aller. Je suis en train de faire mes Legos. Fait que tout est prêt, tout est ramassé, mes affaires sont prêtes, on est comme presque tout habillé. Fait qu'il me reste plus. Mon enfant, il a commencé à changer dans sa tête. Il est en train de se promener. Il est en train de se diriger vers. On est à l'heure pour notre enfant, j'en ai parlé tantôt. Si on est en retard, bien, on avise. Dans le fond, si vous arrivez 20 minutes plus tard au service de garde, vous allez probablement appeler. C'est la même affaire avec l'autre parent. OK? On a une zone tampon, donnez-vous un 15. OK? 15 minutes, entre 4 et quart. OK, c'est bon. T'sais. Les transitions naturelles, ça, c'est vraiment gagnant. Transition naturelle, c'est que c'est là où est-ce que tous les enfants vont vivre une transition. Fait qu'est-ce que c'est obligé d'être le dimanche soir? Ça ne pourrait pas être le lundi matin avec la garderie ou avec l'école. Des fois, en fait, ça peut être vraiment intéressant. Puis en plus, ça, ce que ça fait, c'est que chacun vit son week-end à fond.
Fait qu'on est parti en camping. Je ne suis pas obligée d'arriver à 4 heures. Puis toi, l'autre parent qui n'avait pas tes enfants puis qui a décidé de venir au Saguenay, de partir sans Roomba, je ne suis pas obligée de revenir l'autre bord à 4 heures le dimanche. Je ne suis pas obligée. Chacun a. Puis là, en plus, mettons que moi, j'ai eu une fin de semaine olé avec mes enfants. Ben, l'autre parent n'a pas à se taper l'énergie du dimanche soir, puis de la routine, puis le lundi matin, puis de dire comme ben là, ils se sont couchés tellement tard en fin de semaine, puis là, nanana, ben non, t'assumes, tu sais. Fait que des fois, ça peut être intéressant. L'autre chose aussi, c'est que quand les petits, mettons comme si je prends les enfants qui partent, tout le monde à la fin de l'école, ils s'en vont tous. Fait qu'ils s'en vont tous, soit chez maman, soit chez papa. Tu embarques dans le bus, tu embarques dans le char ou tu marches à pied, c'est tout le monde dans la même affaire. Fait que des fois, ça peut vraiment venir aider à réduire les comportements problématiques des enfants. Autrement, on a une attitude civilisée. Moi, je donne l'exemple du dentiste. Si vous croisez votre dentiste, vous allez probablement lui dire bonjour, salut, mais probablement que vous ne compterez pas votre vie. Mais c'est un peu la même affaire. En même temps, vous ne serez pas complètement bête, même s'il vous fait mal. Des fois, notre dentiste, il n'est pas toujours le fun. Là. Fait que c'est la même affaire, mais on est civil. Fait que c'est ça qu'on voudrait. Puis les fameux bagages et accessoires. Ben, dans une garde partagée, on n'en aura presque pas, OK, dans le meilleur des mondes, à part, mettons, du stock, là, des gros morceaux, là, mettons les skis et ces affaires-là. Mais sinon, une garde partagée, chacun a ses affaires. Il y a peut-être une coupe d'affaires fétiches, là, dans le fond, mais qui vont rentrer dans un petit sac à dos, puis ça va être correct. Puis le reste, ben, donnez-vous des stratégies. Ça peut être, je ne sais pas, moi, je les laisse sur le bord de la porte ou il y en a qui vont se mettre un coffre barré, puis que je vais mettre comme les gros morceaux que je n'ai pas le choix, puis que comme tu passes quand tu veux, mais comme on n'est comme pas à la merci de l'autre. Fait que ça peut être des stratégies pour éviter des problématiques. Puis sinon, ben, si on est ensemble, ben, pendant qu'on ramasse les affaires, ben, on va le récupérer. La garde partagée, je vous ai mis en fait des petits trucs là-dessus, en fait, sur la garde partagée. Ben, ce qu'on doit savoir, en fait, c'est oui, mais, dans le fond, c'est-tu dans l'intérêt de mon enfant? Est-ce que ça l'amène vraiment une stabilité? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on est disponible? Dans le fond, ça, c'est important. La proximité aussi entre nos deux domiciles, c'est-tu viable, cette affaire-là? Le désir de l'enfant, oui, mais attention, comme on a déjà discuté. La perception du temps pour notre enfant. Une garde partagée, ce n'est pas 7-7. Une garde partagée, c'est entre 40 et 60 du temps. Fait qu'une garde partagée, ça peut être du 3-2-2-3, ça peut être, j'ai déjà vu du 3-2-2-7, j'ai déjà vu du 5-2-2-5, du 7-7 avec une journée switch. Il y a plein d'affaires qui peuvent être possibles pour que ça puisse bien se passer. Ça peut être que tu passes comme toutes tes semaines chez le même parent, mais toutes tes pédagogiques, les vacances, des affaires comme ça, des fois aussi, ils vont en passer plus chez l'autre, puis à la fin de l'année, on est pas mal dans quelque chose comme ça, dans une garde partagée qui peut être là. Puis essayez-le, dans le fond, des fois, puis aller progressivement aussi, ça peut être aidant, ça va être évolutif dans le temps. Mon tout petit, il y a probablement plus besoin des fois de proximité, puis plus ils grandissent, plus on peut aussi se promener. Là, je vois l'heure qui file. On est pas mal quasiment arrivé déjà à la fin, dans le fond. Je vais prendre quelques minutes pour voir où est-ce qu'on en est. Oui, on est bien. On était pas mal. Il me restait quelques petites affaires. Véronique, on en est où? J'avais comme techniquement, on était jusqu'à 9 heures, hein? Oui, mais on peut continuer si tu es à l'aise. Là, on a une question aussi, j'en profiterai peut-être pour te la poser. Il me reste, dans le fond, peut-être juste pour te dire à peu près, là, j'avais comme, après ça, moi, je suis libre, en fait, là, pour les questions, puis pour jaser, puis tout ça, mais au niveau du contenu, je te dirais qu'il me restait peut-être comme, je vais peut-être passer plus vite sur, je rentrerai peut-être pas dans la violence conjugale, dans le fond, comme je voulais, fait qu'il me resterait peut-être comme à peu près comme 5-6 slides à peu près, là, dans le fond, fait que, Allons-y. parfait. La question, est-ce qu'on attend à la fin? Ben, je pense que oui, Parfait. on peut les poser tout en même temps. Parfait, on va faire ça. Fait que je vous ai mis un petit continuum, en fait, tout simplement pour vous expliquer ce fameux conflit de loyauté. OK?
Dans le fond, ce qu'on doit savoir, c'est que des fois, nos enfants, ils vont avoir un attachement aux deux parents, mais ils peuvent avoir une affinité. Et des fois, cette affinité-là, en fonction de l'âge, peut aussi être variable. Ça ne veut pas dire que j'aime moins mon parent, mais des fois, ça arrive. OK? J'ai des parents, à un moment donné, que justement, eux, les parents, ils avaient une garde partagée, mais les enfants avaient vraiment comme il y avait un buzz, en tout cas. On était longtemps ensemble aussi à travailler, mais il y avait un besoin un peu plus fort d'être chez maman. Mais ils ont une garde partagée, mais ils passent un peu plus de temps chez maman. Puis c'est correct, c'est pas la fin du monde. Puis une année, il y en a une qui a comme dit ben là, moi maintenant, ça ne me tente plus, puis là, je suis prête à passer à d'autres choses. Ben, c'est correct. Des fois, c'est là où est-ce que ça peut être des fois dans une certaine évolution. Une alliance entre les deux avec un parent, ben en fait, ça, des fois, c'est quand l'enfant, il a comme vraiment comme une préférence marquée, c'est constant. Il peut avoir des fois une ambivalence avec l'autre parent, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut arrêter les contacts. On va quand même les continuer, mais ça se peut que ce soit des fois difficile. Le conflit de loyauté, bien ça, c'est quand mon enfant il est exposé au conflit, OK, entre ses deux parents. Puis, il se demande comment il peut faire pour aimer ses deux parents sans leur faire de peine. Parce que tout sujet peut amener à ce qu'un des deux ne soit pas content. Puis, le conflit de loyauté poussé à l'extrême, c'est la coupure d'un lien avec un des deux parents. Parce que l'enfant est tellement tanné et souffre tellement qu'il va se dire de façon inconsciente. OK? Souvent, ce n'est pas très, très conscient, cette affaire-là. Mais des fois, oui, là, des fois, nos ados, ils vont nous dire je suis tellement écœuré que là, regarde, je n'irai plus chez ma mère, ben, je n'irai plus chez mon père, comme ça va arrêter. T'sais. Puis qu'ils vont justement décider de choisir un des deux parents, pas nécessairement celui qu'ils préfèrent. Puis ce n'est pas nécessairement non plus quelque chose qui va perdurer dans le temps. Des fois, ils vont en choisir un des deux, puis quelques années plus tard, revirement de situation. L'objectif, en fait, c'est d'arrêter de souffrir. Et là, le danger avec ça, c'est que des fois, les enfants, avant cette coupure de lien-là, vont mal, ont beaucoup de comportements problématiques. Puis là, ils arrêtent d'aller chez un des deux parents. Et là, on observe un accueil. Et là, tout va bien. Puis là, tout le monde le constate. Et depuis qu'il ne va plus chez l'autre, ça va tellement mieux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, là, pour moi, là, c'est un gros faisceau lumineux dangereux. Danger, danger, danger. Parce que nos enfants, comme nous, là, comme adultes, là, on a besoin pour s'identifier de ces deux parents. Et que si un de mes deux parents n'est pas adéquat, j'ai besoin de me l'expliquer, de le comprendre et de vivre l'expérience dans un cadre sécuritaire, si c'est possible, pour être en mesure de me faire ma propre idée et de moi-même comprendre. Autrement, ça peut m'amener à idéaliser cet autre parent-là, en vouloir à celui qui a empêché de le voir ou qui a comme accepté que ça se passe comme ça parce que des fois, ça peut arriver aussi que ça soit ça. Mais dans une coupure de lien, c'est exactement comme si je prends le cœur de l'enfant, je le scratch puis je dis choisis. Notre enfant, c'est-tu ma prochaine slide qui est de même? Notre enfant, il est à 50 de papa, puis il est à 50 de maman. Puis quand il entend que son père, c'est un irresponsable, puis que sa mère, c'est une déséquilibrée, bien lui, ce qu'il comprend, c'est je suis un déséquilibré irresponsable. Parce qu'ils aiment tous les deux, ses parents. Ils sont importants tous les deux, ses parents. Même s'il y a peut-être des affaires qu'il n'a pas aimées qu'un des deux parents fasse à l'autre ou que lui fasse à lui. Mais c'est très rare qu'un enfant ne va pas aimer à 100 un de ses deux parents. Habituellement, ils sont beaucoup plus nuancés. Puis quand les enfants ne sont pas nuancés, ça peut être un élément inquiétant à considérer. Là, je voudrais revenir par en arrière. Je ne sais pas comment faire. OK. Puis là, je vous ai perdu. T'as peu. Vous êtes où? Ouais, là, on ne voit plus le diaporama. OK. Là, on ne voit plus le diaporama. Puis moi, je ne vous vois plus. OK. Là, je pense que c'est bon. On voit là, hein? Oui. Super. Fait que le conflit de loyauté, on veut l'éviter, OK, dans le fond, parce que ce n'est pas parce qu'on a une accalmie que ça veut nécessairement dire que tout est résolu. L'éloignement réaliste, dans le fond, ben, c'est quand il se passe vraiment quelque chose. OK? Dans le fond, fait qu'un traumatisme, on a quelque chose, une violence conjugale, un abus physique, un abus, une négligence, un problème quelconque, mais encore là,
mon enfant, il va le comprendre, il va se l'expliquer, il va se le dégager, puis je vais peut-être avoir même aussi des moments où est-ce que je vais pouvoir voir mon parent quand même, mais dans un environnement qui va peut-être pouvoir être sécuritaire. Je vous dirais qu'à partir de là, tu sais, comme dans le gris en montant, là, on a besoin d'aide. OK? On peut pas, c'est rare qu'on est capable de faire ça tout seul. Comme parent, ça devient difficile à gérer. OK? Autant pour le parent qui est peut-être comme, tu sais, pour les deux parents. OK? Pour les deux parents. La fameuse aliénation parentale, ça, c'est un terme qui est galvaudé en ce moment. OK? C'est surutilisé parce qu'en fait, la littérature nous a montré que c'était extrêmement rare. On peut avoir, par exemple, des comportements aliénants, mais avoir une aliénation parentale, c'est lorsque l'enfant va avoir un rejet d'un de ses parents, et ce, souvent d'une façon très, ça va être des fois comme très coupé, il est clivé, il est tout négatif. Il y a un parent qui est tout noir. Alors que dans l'historique, on n'a pas que du tout noir. Puis les enfants, ils n'ont pas cette, tu sais, là, mettons un enfant qui va faire une crise, là. Après la crise, là, il n'est plus fâché, là. Les enfants, là, tu sais, ils passent à un autre appel. Ils n'ont pas de ressentiment, là, tu sais. Fait que ces enfants-là, qui sont des fois aliénés, on va avoir ça en eux. Puis ça, ben, c'est rare. C'est souvent, va être induit, des fois, par un autre parent. Mais, j'ai un parent qui n'a plus aucun contact avec l'enfant, puis un autre parent tu sais, qui va être encore avec le parent, mais que le parent qui est aliéné, il ne parle pas du tout en mal de l'autre. Tandis que l'autre qui a aliéné l'enfant, lui, il peut avoir des comportements, il peut avoir comme un peu des fois justement amené à ce qu'il y ait ce rejet-là, mais qui parfois peuvent être injustifiés. Ce qu'on retrouve plutôt là, dans la vie de tous les jours, c'est des cas hybrides. C'est des cas hybrides où est-ce qu'en fait, c'est les deux parents. Les deux parents parlent en mal l'un de l'autre. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup plus ça qu'on observe. Et que là, l'enfant, des fois, va en venir à se couper. Parce que, comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est le conflit de loyauté qui s'installe et que là, l'enfant va couper. Mais que si on améliore la communication parentale, si on apaise le conflit parental, là, soudainement, les contacts reprennent et ça va mieux. T'sais. Fait que des fois, il y a comme tout ça. Là, puis si, par exemple, on avait une raison justifiée, puis que là, l'enfant la comprend, puis qu'il se l'explique mieux, bien là, soudainement, on a des contacts qui vont être comme plus fluides entre les deux. Donc, il faut faire attention quand on parle d'aliénation et pour avoir un diagnostic, puis on ne parle pas de diagnostic, mais pour pouvoir aller en fait statuer sur ça, bien, ce sont des professionnels, ça prend une expertise dans le fond psychosocial qui va nous amener à aller vers ça. Donc, on doit être prudent avec ces termes-là quand on parle d'aliénation. Alors, voilà pour ça ici. On a parlé du conflit de loyauté, là, je vous en ai amplement parlé. Alors, c'est sûr que tout ce qui est de miner la confiance, dénigrer l'autre, douter, déformer la réalité, limiter, interférer dans les contacts de l'autre, limiter l'information qu'on va fournir, manipuler son enfant émotionnellement, dans le fond, c'est comme si tu n'y parles pas, je suis quasiment content, ou bien de le culpabiliser. Ça, ce sont tous des comportements qui peuvent amener un enfant à vivre un conflit de loyauté. Je ne vous parlerai pas de l'histoire de Liam. Finalement. Les pistes de solutions pour arrêter tout ça, dans le fond, voyez-vous, je vous ai mis Maude, 8 ans, elle a tout compris, elle. Ils ont juste à aller au restaurant puis à s'excuser. Tellement, tellement. C'est pas toujours facile, par exemple, mais bon. Ben, on démontre le moins possible aux enfants. Hein, dans le fond, vivez vos chicanes ailleurs. J'ai des enfants qui vont me dire que maman et papa, ça va vraiment mieux. Puis quand je leur demande aux parents, vous autres, trouvez-vous que ça va mieux? Non, pas en tout. C'est juste que les enfants sont plus témoins. Excellent, c'est une bonne nouvelle. C'est plate pour vous autres, là, ça je comprends, mais pour vos enfants, ça c'est une bonne nouvelle. On a avancé, c'est ça que ça veut dire. On a parlé de la nuance avec l'aliénation parentale. Attendez pas que l'autre le fasse. Faites-le. Parce que vous êtes le premier domino du reste de votre vie. Et que si vous changez un comportement, ça se pourrait que l'autre se mette éventuellement à changer. Moi, je fais souvent ça avec les parents. Élevez-vous au-dessus du conflit. Arrêtez de mettre votre tête sur un plateau d'argent. Faites ce que vous avez à faire pour être bienveillant et mature. L'autre a une attitude de boîte,
Tu n'es pas obligé de répondre à ça puis de rentrer dans le contenu. Tu peux être en haut de ça. L'autre aura deux options. Soit il va continuer à se chicaner tout seul, Mané va se tanner, ou soit il va te pogner, puis là, de Mané, tu vas glisser, Colin. Là, il va falloir que tu remontes. Ou une année, il va faire comme, ben écoute, je vais essayer d'autres choses, puis il va venir te rejoindre. Puis là, on va avoir tous les deux une communication qui va être beaucoup plus saine et fonctionnelle. Et là, on va s'être élevés tous les deux. Mais soyez plus matures que l'autre. Laissez-vous pas abattre. Laissez-vous pas, tu sais, comme, laissez-vous pas avoir parce que l'autre va amener. Je le sais que c'est tough, là. Je le sais que c'est vraiment difficile. C'est pour ça que des fois, d'être accompagné, ça peut aider. Mais on récolte ce qu'on sème. Tu sais, si tu envoies des pics, si t'es bête, si tu coupes l'info, si tu joues dans la tête, si tu sais, ben, ça se peut que tu le récoltes, tu sais, puis ça, c'est plate, tu sais. Puis les autres, hein, dans le fond, on récolte ce que l'on sème, mais moi, ce que je dis, si tu sèmes de la merde, tu vas recevoir de la merde. Si tu sèmes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Alors moi, j'aime bien ça, dire, t'es fâché, ben les autres qui mangent de l'amour. Comme ça, ben, ils vont peut-être comme arriver à passer au travers. Je ne parlerai pas de la violence conjugale. Je veux juste vous dire que si vous êtes dans une situation de violence conjugale, c'est important de consulter. Hein, il y a SOS violence conjugale pour autant pour tous, les maisons oxygènes pour les hommes. Il faut savoir que la violence post-séparation est parfois plus fréquente. En fait, on peut avoir aussi une augmentation de la violence après la séparation et les taux d'homicide conjugal aussi sont plus élevés après la séparation conjugale. Des fois, on se sépare, puis on réalise des affaires après. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce que vous avez vécu est mauvais, puis que l'autre parent devient tout noir, puis qu'on est tous, nous autres, tout croches. Il y a des parents, des fois, qui vont vivre énormément de culpabilité par rapport à ça. Soyez accompagnés par des professionnels nuancés qui vont être en mesure de vous accompagner et de bien comprendre les besoins des enfants à travers tout ça. Parce que ce n'est pas toujours évident. La violence que vous avez vécue, elle est inacceptable. Les comportements qui sont arrivés peuvent être compris sans être justifiables. Les enfants doivent comprendre ces choses-là. Ce qu'un des parents a fait à l'autre parent, l'enfant, il n'aime pas ça. Mais il y a des parties de son parent qui aiment. Puis des fois, on peut arriver à démêler tout ça. Des fois, non. Mais d'où le fait d'être bien accompagné. C'est ce que je vais vous dire sur la violence. Les changements importants, on en a parlé. Les nouveaux conjoints, j'en ai parlé. Et je vous ai mis, en fait, là, on en a parlé, en fait, beaucoup. Là, j'ai dit plein de choses, finalement. C'est au cas où que je n'aurais pas tout dit, mais je pense que j'ai vraiment tout dit. Les petits points clés, dans le fond, protéger les enfants du conflit, établir des rituels, vivre la séparation à travers les yeux d'un enfant, dans le fond, hein, c'est pas toujours la même chose que nous, de se ramener à leur âge, rester centré sur eux, prendre du recul. La règle du 24 heures, c'est que j'ai envie d'y répondre, répondez-y donc demain. Écrivez votre brouillon, là, puis demain, relisez-les. Les conseils de famille, on s'assoit tout le monde autour de la table et on jase. Comment ça va depuis que maman et papa sont séparés? Comment vous vivez ça, vous autres? Comment ça va? Les enfants, ils ont plein de choses à nous dire. Les services que vous pouvez avoir, en fait, les services de justice de proximité en prémédiation vous offrent des services gratuits pour pouvoir vous orienter. La médiation familiale, vous avez le droit à 5 heures subventionnées, non pas 5 séances, c'est vraiment 5 heures de subvention. Les séances de parentalité aussi sont offertes gratuitement en ligne. Quand on vous dépose une demande en cours, en fait, là, en litige, vous êtes obligé de faire ces séances-là. Mais même quand vous allez super bien, en fait, cette séance-là peut être intéressante. C'est un juriste, un psychosocial qui vous donne énormément d'informations pendant 2 heures. Donc, ça peut être intéressant. Mais il y a les services d'expertise. Hein, dans le fond, si on a justement, on craint avoir une situation de violence, si on craint les capacités parentales, ben, c'est une expertise. Okay? Puis ça, c'est des services qui sont privés, qui prennent souvent du temps à faire. Il y a le coaching coparental. En fait, ce que moi, je fais, par exemple, dans mes suivis,
Donc, on va rencontrer les parents et la famille. Ça peut être privé, mais ça peut être aussi remboursé par certaines assurances, OK, parce que c'est de la psychothérapie familiale. Par contre, il peut y avoir aussi des fois des coachs coparentales qui ne sont pas psychothérapeutes, OK? À ce moment-là, ben, ça va vraiment dépendre de vos assurances. La coordination parentale, en fait, ça, c'est une autre forme de service qui est offert plus dans les régions de Montréal, par exemple, c'est plus dans ces eaux-là. Puis il y a un arrimage avec la cour, en fait. Et les organismes communautaires, souvent, ont vraiment, 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 vraiment de bons services. Vous avez un service, bien entendu, avec le centre des familles de votre à Valcartier. Fait que je pense que vous pouvez aussi l'utiliser. Et je vous glisse un mot sur le programme PCR. Le programme PCR qui veut dire Parents, conflits et résolution, qui est un projet de recherche qui a été mis en place avec le ministère de la Justice et l'équipe de Francine Cyr, qui est une psychologue dans laquelle je fais partie. Qui est il y a des heures subventionnées au niveau du psychosocial, mais il y a un arrimage avec le juridique. En fait, les recherches qui nous ont montré, c'était que le psychosocial, tout seul, des fois, on pédale sur un moyen temps. Puis le juridique, ils ne peuvent pas gérer toutes les situations parce que souvent, il y a des enjeux psychosociaux. Une fois qu'on a tablé sur combien par mois tu me donnes, puis que le partage des biens est fait, OK, mais à travers tout ça, il y a plein d'affaires dans le quotidien qu'il faut gérer. Fait que des fois, le juridique aussi, eux, arrivent à atteindre des limites. Donc, l'arrimage entre les deux donne des résultats fort intéressants. Alors, c'est les avocats, en fait, qui peuvent vous référer à PCR. Donc, le programme est actuellement dans la région de Québec et dans la région du Saguenay. Et la personne qui fait de l'accompagnement psychosocial, justement, c'est une IDF, une intervenante en dynamique familiale, qui va faire à peu près la même affaire que la coach coparentale, là, finalement. Là, moi, quand je fais de l'IDF ou que je fais de l'accompagnement privé, je voudrais que c'est pas mal la même affaire. La nuance, c'est qu'on a toujours le même juge, en fait. Fait que ça réduit les frais juridiques. Ça réduit les démarches en cours qui n'en finissent plus parfois. Ça évite de recommencer constamment à expliquer ses affaires à des juges différents aussi. Puis vous avez une intervention qui est intensive et serrée et qui est une portion aussi subventionnée. Alors voilà, mes services à moi, j'en ai un peu parlé à travers le tout. Je fais de la psychoéducation, de la médiation. Je vous invite à aller voir mon podcast Corsé sur toutes les plateformes. Je parle de plein de choses sur la communication. Qu'on soit en couple ou qu'on soit séparés, j'avoue que mes propos sont très orientés pour les parents séparés, aussi pour les intervenants. Mais il y a plein d'affaires qu'on a discutées ce soir, mettons, que vous allez pouvoir, mettons, comme retrouver là-dedans. Puis je reçois des fois des invités aussi, fait que ça pourra être ça. J'offre un accompagnement aussi, l'accompagnement PAF, qui est pour parents aimants, fermes et épanouis. Quand je parlais du tronc commun éducatif, des styles parentaux, arrimer nos règles, nos conséquences, l'accompagnement PAF, c'est ça. L'accompagnement PAF, on voit tous ces thèmes-là à travers les séances. Donc, on passe son histoire, la gestion de temps, être une équipe, comment on accompagne les émotions des enfants, comment on augmente l'autonomie, leur estime personnelle. On fait la nuance entre les punitions, les conséquences, les conflits entre la fratrie, comment on gère ça, la gestion du quotidien, la culpabilité parentale. Bref, j'aurais aimé ça pouvoir vous en parler un peu plus. S'il y en a qui ont des questions, en fait, là, je vais être disponible et disposée. Et à la fin de la séance, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais envoyer à Véronique vous allez pouvoir avoir en fait 3 outils que je vais vous envoyer, que vous allez pouvoir télécharger si ça vous tente. Un sur la communication fonctionnelle entre coparents. Un sur arrêter de répéter pour nos enfants, puis un sur les conséquences logiques et naturelles. Si ça vous tente d'aller les télécharger, bien, ça va me faire plaisir. Vous allez pouvoir y avoir accès gratuitement, là, en fait, tout simplement. Et l'accompagnement pour parents séparés. Si ça vous a parlé, si vous avez l'impression que ça peut aussi aider, dans cet accompagnement-là, on aborde en fait tous ces thèmes-là ici. On en a parlé quand même de quelques-uns ce soir, mais on est allé bien entendu, en surface. On creuse chacun d'eux, puis on va beaucoup dans l'intervention. Je donne beaucoup
d'intervention, d'outils pour le mettre en pratico-pratique. Donc, tous ces thèmes-là, les styles de garde, on va se parler de pension alimentaire, les enjeux juridiques, si on est allé en médiation ou si on veut y aller, l'annonce de la séparation, mais le avant, le pendant, puis le après, les responsabilités parentales, qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, la coparentalité, la communication, comment on prend des décisions, les transitions parentales, les nouveaux partenaires et la recomposition familiale. Hein. Dans le fond, 87% des recompositions familiales se solvent en échec. C'est triste hein, quand même, mais c'est parce que des fois, on n'est pas toujours outillé, on ne sait pas toujours comment ça va, puis fait que voilà, c'est des choses que si ça vous tente, là, en fait, dans les liens que je vais envoyer à Véronique, bien, vous allez pouvoir comme aussi regarder tout ça. Et ça me fera plaisir de pouvoir répondre à vos questionnements. Hey! Merci. Voilà! Merci, c'était super intéressant. Puis j'en profiterai peut-être, on n'a pas beaucoup de questions, mais il y en a une, entre autres, tantôt qui a été posée que je pense qu'on pourrait adresser tout de suite. Si l'autre parent n'a jamais pris sa place, là, on parle ici de l'ex-conjoint de la blonde, est-ce que je dois éviter d'en prendre trop pour ne pas le remplacer? Attends, je comprends pas. L'ex-conjoint de la blonde, il y a un nouveau partenaire? Dans le fond, possiblement une recomposition familiale. Donc, c'est un monsieur qui demande, probablement il y a une nouvelle conjointe, puis le papa des enfants ne prend pas la place. Est-ce que lui doit éviter de prendre trop pour ne pas le remplacer? Ah, je comprends. OK. Ben, j'ouvrirais, en fait, hein, avec tout le monde pour aller reclarifier, en fait, avec tous, en fait, puis avec les enfants, comment qu'ils voient ça, puis comment qu'ils. Puis que le conjoint de maman, c'est pas papa. Puis j'en avais un papa, puis c'est correct, dans le fond. Puis que. Mais tu sais, on est ensemble, on est ici, on vit ensemble, puis je ferais des petites mises au point de temps en temps, tout simplement, puis j'irais valider, en fait, parce que on n'en a pas parlé de ça, mais des fois, même après, là, mettons là, que ce monsieur-là, avec cette conjointe-là, l'année se sépare. Puis mettons qu'ils ont été longtemps ensemble, bien, c'est pas vrai qu'ils sont pas significatifs pour les enfants. Puis des fois, de maintenir des contacts avec les beaux enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de couper qu'il faut arrêter les contacts, pas nécessairement. Des fois, ils ont eu énormément d'incidences dans leur vie, Puis moi, je vais aller valider le consentement des enfants tout au long, en fait, parce que peut-être que dans les premières années, l'enfant, il veut maintenir le contact avec ce beau-parent-là. Puis que là, une année, ben là, ça ne tente plus, pour X, Y raison. Fait que, communication, on ouvre, en fait, puis que des fois, ça peut justement aller s'assurer qu'on est toutes bien avec ça, Super, merci. J'espère que ça répond. Si la personne veut prendre la parole ou sinon nous l'écrire dans le chat. Sinon, est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? Ça répond très bien, merci. Super. Est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? Je ne penserais pas. Souvent, en fait, peut-être que avec les outils que vous allez avoir, on va avoir des petites affaires. Sinon, je pourrais peut-être épurer parce qu'il y a des affaires qui sortent d'études, dans le fond. Fait que c'est comme je ne peux pas toutes partager. Fait que je pourrais peut-être épurer puis donner accès à des affaires. Oui, sans problème. Si à la limite, tu veux me le renvoyer après, puis je pourrais le faire suivre à ceux qui ont participé. Oui. Super. Il y a quelqu'un qui a écrit, il y a aussi l'organisme de deuil jeunesse qui accompagne les jeunes et parents dans le deuil de la séparation. Oui. Absolument. José Masson et son équipe sont vraiment fabuleux avec toutes les gammes des enfants. Ils ont vraiment une approche vraiment, vraiment, vraiment géniale. Oui, tout à fait. Bon commentaire. Merci. Sinon, on a quelqu'un qui dit merci beaucoup. C'était très intéressant et utile pour composer avec cette nouvelle situation. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère que ça a été pertinent et que vous avez eu beaucoup d'informations.
Si vous avez des questions, si vous aimeriez adhérer à des services ou autres besoins, je vous invite à regarder mon site web girardcynthia.com ou me consulter à consultation@girardcynthia.com. Vous pouvez aussi aller écouter mon podcast Corsé sur toutes les plateformes disponibles. Vous pouvez aussi aller visiter mon Instagram, Cynthia Girard Psymed, pour pouvoir voir mes petites capsules hebdomadaires à toutes les semaines sur la coparentalité et la parentalité. Merci beaucoup. Au revoir!